Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Refusez les potins des ragots. Ça vous ennuie si je vomis? Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Oui, bonjour. Salut. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, guten morgen, guten nacht. Pourquoi? Ok, très bien. D'accord. Nous sommes encore présents pour un nouvel épisode du Pop Group. Oui. Je vais présenter mes petits compères autour. Alors, on va commencer par il est le recordman du nombre de séries vues selon Beta Séries. Et aujourd'hui, il va tenter de vous en présenter une nouvelle. C'est Pedro. Comment il va, Pedro? Ça va très... À mon avis, je suis pas recordman. Oui, je sais. mais je fais tout pour y parvenir avant mes 70 ou 80 ans. Mais j'ai vu C'est ton bel objectif de vie. J'ai vu 60, 62, allez, 63. J'ai vu le tweet du grand chef Pigeon qui a dit qu'il y avait plus de 260 séries vues. 287. Ouais, 287, c'est pas mal. C'est honorable. C'est honorable. En deuxième, malgré un manque de squelette évident en lien avec son surnom, il a toujours la force pour vous exposer ses livres de chevet, c'est Mollusque. Comment il va? C'est beau ça. Quelqu'un dit nourriture? Zoidberg. Ça fait longtemps. Il va bien, le Mollusque? Ça va très bien. Ça va, tranquillou. Le troisième, Petit 1, il adore nous faire des exposés de ses œuvres façon prof. Petit 2, il va vous introduire aujourd'hui. Dernier point, son nom c'est Angelo. Comment il va? Ça va très bien, ça va. Tranquillou, ça Ouais, va. ouais, Il a pas nickel. encore chanté aujourd'hui, ça va. Eh ben non, j'ai pas chanté mine de rien. Et oui, on progresse, on progresse. C'est pas C'est mal. pas dommage. C'est pas dommage. Et bien sûr, sa connaissance des BD est aussi grande que son appendice nasal. Il vous présentera une des plus belles séries de BD, c'est Pépé. Comment il va? Bah très bien, très bien. J'ai survécu. J'ai failli me trancher la gorge Oui. en me rasant cette semaine. Et oui, il a failli se buter, ce con. Faudrait qu'on prenne Sans déconner quoi. On a failli faire l'épisode à 4. Faudrait qu'on Ah, prenne juste une photo de cette partie-là et dire On ouais, pourra l'envoyer. Ou même la photo que j'ai faites prise attention le quand vous jour vous même. rasez la moustache par rapport au dernier épisode. Ce sera l'image de ton audiogramme. Tiens. Allez, hop. C'est dégueulasse. Donc, nous sommes quand même là pour un Et petit on n'a thème. pas de présentation pour Charlie. Oui, c'est vrai, ça. Il est t'en notre présente pas. animateur. Ah oui, c'est pas con ça. Avec son unique t-shirt vert qui C'est le porte à vieux chaque De toute sa épisode. garde-robe. On n'arrive plus à lire la phrase, mais Non, il est écrit c'est pas moi qui suis explique con, mal. c'est les autres. Ah oui, c'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. C'est J'ai- plus qu'on n'arrive plus à lire en fait. Ouais, j'ai fait C'est une ton cou- pyjama en fait, ton habit de Il y a travail. pas si longtemps que ça, il y a pas mal de gens qui m'ont dit t'as toujours des t-shirts verts et j'ai fait une cousinade et on m'a offert un t-shirt vert avec encore un truc de Camelot. Oh, trop bien. C'est vrai que je l'ai pas mis aujourd'hui, j'aurais Oh, dû bah vous oui, montrer, fallait. mais oui, en plus. Donc, nous sommes quand même là pour un Et ça va, thème, Charlie, aussi. du coup Mais oui, ça va très bien. Nous sommes là, donc à l'origine, le nom de cet épisode était Noir et Polar. Oui. Et d'après les recherches d'Angelo, il va tout nous expliquer pourquoi dans l'introduction, mais le titre est maintenant Polar, Noir, Crime, Meurtre, Assassinat, Tuerie, Commissaire, Enquête, Cluedo, David Caruso. Ah, bien joué. J'ai trouvé ça très drôle qu'on passe de Noir et Polar à plein d'adjectifs. On va dire crimier. Ouais, non, le vrai titre c'est Polar, Noir, Crime. Et du coup, Angelo va nous introduire pour vous expliquer de quoi ça cause. Allez, musique. De quoi que ça cause? Combien coûte vraiment $1? 75% de coton, 25% de lin. J'ai du mal à me concentrer sur la route. Nuit sans lune, encore cette putain de pluie crasse qui corrompt les eaux. Sur le tableau de bord, ombre et lumière se pourchassent. Elle défile, j'accélère. Mes mains s'accrochent à un spectre noir. Je ne vois plus le volant. Je reconnais des formes sur grande concourse, des fantômes qui glissent sur les trottoirs, qui réapparaissent dans le rétroviseur. J'avale les feux, les intersections. J'avale le South Bronx tout entier. J'avale cette soirée de merde où les mots se confondent, les pièces s'assemblent, les masques tombent. Où les coupables présumés disparaissent en victimes. Où les victimes restantes ressemblent à des coupables. Où les collègues ressemblent à des complices. Où l'argent s'embrasse dans les mains, corrode dans les têtes. Combien coûte vraiment $1? Impossible de me concentrer pleinement sur la route. Ma vieille Impala gueule en sur-régime. Ça va trop vite.
Il me reste probablement moins d'une demi-heure avant Manhattan, avant la prochaine victime. Ça va trop vite. Ça va pas assez vite. Putain, combien coûte vraiment $1 ? Voilà, messieurs, un modeste exemple d'atmosphère. Merci, Grand Corps Malade. Et en plus, il fronçait les sourcils en lisant son texte, c'était incroyable. C'était extrêmement sérieux, moi j'avais pas du tout envie de faire des blagues et tout. Ça change d'habitude. Ah bah oui, un exemple d'atmosphère, de code qui peuvent constituer ce que nous allons traiter ce soir, à savoir le crime et ses deux sous-genres les plus célèbres, voilà pour vous expliquer, le noir et le polar, qu'on appelle aussi le policier. Car oui, en faisant mes recherches pour l'introduction de cet épisode, j'ai découvert plusieurs trucs. Et le premier, c'est qu'on fait souvent l'amalgame entre noir et polar. Pourquoi ? Parce que ces deux sous-genres partagent fréquemment les mêmes thématiques. C'est-à-dire un univers sombre et mature, violent, sexuel et scabreux, et dont la corruption, y compris institutionnelle, paraît systématique. Il peut aussi y avoir du sarcasme, sinon carrément du cynisme, et un pessimisme existentiel pouvant flirter avec le nihilisme. D'ailleurs, les nouvelles et fictions de Hard-Boiled Detective Stories pulpiesques, désolé pour l'immense anglicisme américain dégueulasse, ont souvent été adaptées en film noir, mais les similitudes s'arrêtent là. Parce que dans le polar, le protagoniste principal a toujours l'objectif de la justice. Même si elle est corrompue, même s'il la corrompt lui-même d'ailleurs, l'objectif éthique ultime est préserver la vérité rétablie. Ah, d'ailleurs, c'est des polars alors alors que la fiction noire, eh bien dans la fiction noire, la fin c'est presque toujours du perdant-perdant. Et le protagoniste principal est soit la victime, soit le suspect, soit carrément le coupable. Et dans tous les cas possède une attitude autodestructrice. Allez, un exemple d'œuvre noire, Le démon dans ma peau de Jim Thompson en 1952. Histoire typique d'un shérif adjoint de 29 ans dans une petite ville du Texas, vie banale sans histoire. Sauf qu'en fait, c'est une façade, puisqu'il s'avère être un sociopathe astucieux et dépravé. C'est une façade... non, je relis ma phrase, pardon, désolé. Faut-il aussi distinguer l'œuvre noire du film noir ? Et encore un joyeux bordel, parce que si on se concentre sur la définition du genre cinématographique, c'est encore légèrement différent. Période classique du cinéma américain des années 40 et 50, toujours en lien avec les histoires criminelles, faisant aussi la part belle aux attitudes et aux motivations cyniques, avec de temps à autre un aspect onirique même, mais le film noir, ce sont surtout des codes esthétiques. Du noir et blanc avec un clair-obscur marqué qui trouve ses origines visuelles dans l'expressionnisme allemand des années 20. Metropolis, Nosferatu, etc. On y ajoute ici l'ambiance enfumée, le saxo feignant, le grand taiseux en impair sombre qui clope sans arrêt, la tête dissimulée sous son fedora de feutre noir, la silhouette sous les stries de la lumière filtrée à travers le store vénitien de sa fenêtre de bureau. Bureau bordélique d'ailleurs, cendrier cradingue rempli, bref, je pense que je vous ai fait le dessin, vous avez compris l'image. On pourrait aussi vous parler de la femme fatale, parce que oui, ça vient aussi de ce sous-genre. On pourrait vous balancer toute une liste d'œuvres dans la gueule qui définissent tout ça, mais ça tombe bien, il y a une chronique sur Black Mask tout à l'heure, donc on se retient. On donnera juste quelques films déterminants, comme Sunset Boulevard, donc en français Boulevard du Crépuscule en 1950, et Ascenseur pour l'échafaud en 1958, avec la fameuse bande-son composée par un certain Miles Davis, pour ne citer que. Et puis en néo noir, les mythiques Chinatown en 74, Taxi Driver en 76, sans compter plus tard Basic Instinct en 92, LA Confidential en 97, et pourquoi pas Sin City en 2005. Voilà, messieurs, un petit condensé introductif du crime sous sa forme de polar et de policier. Oui, il y a pas mal de choses en fait. Oui, ouais. Alors j'ai des jeux vidéo, j'ai de la science-fiction noire, j'ai de la BD, mais bon, je me suis dit on va se calmer. Il y a déjà pas mal de références qui me plaisaient bien. Ouais. J'ai revu Sin City il y a pas si longtemps que ça, oui. On est en plein dedans. Super. Surtout qu'en plus, il joue bien le truc de, tu sais, la voix off au tout début. Narrateur. Je suis dans cette ville et tout, machin. Enfin, ouais, puis le rôle du mec désabusé aussi. Ouais, complètement. Merci beaucoup. Et bah voilà. Si vous avez autre chose à dire, messieurs, là, ça... Oh, Pedro, il est bouche bée. Oui, non, mais je me remémorais un petit peu quel genre tu avais énuméré. Tu n'as pas parlé de polar nordique Non, parce que l'école nordique suédoise, alors je peux, mais c'est très récent comparé à toute l'histoire du polar. C'est vraiment à partir des années 2000 avec... comment il s'appelle l'autre machin alors Millennium, évidemment, on va tous parler à tous penser à Millennium, la fille, mais j'en parlerai un peu tout à l'heure. Stieg Larsson, voilà, qui a été publié à titre posthume d'ailleurs tous ces trucs là, et qui a ouvert la voie à tous ces écrivains suédois. Donc t'as l'impression que c'est des putains de sociopathes en Suède, alors qu'en vrai il se passe pas grand chose. Non, non, c'est enfin, faut pas exagérer non plus, mais ils sont gentils quand même. Il y a surtout une certaine façon de raconter les choses en fait. Oui.
Bah très bien. Du coup, on va pouvoir se quizer, messieurs. Et je vous propose de retirer vos Quiz feuilles en pendant qui sont juste en dessous de vos Alors, micros on pendant va le taper les générique. micros du coup. Flétri au contact du vent, sous mes poils gris, je sens le parmesan. Stéphanie de Monaco. Perdu, c'est mes bites. Putain, faut tout lire. Attention, donc polar noir avec crime. Du coup, ça m'a fait penser à des enquêtes. Donc vous allez jouer tous les 4 ensemble. Donc je préviens les auditeurs, je vais lire donc une enquête, tous les détails d'une petite enquête, et après il y aura à vous de trouver la solution de cette enquête. Donc si vous voulez prendre des petites notes, n'hésitez pas. Eux les gars, ils ont aussi la note complète pour pouvoir revenir en arrière pour retrouver les noms des gens, des machins, des trucs comme ça. Je vais tout vous lire une fois. Et non, vous n'avez pas besoin de crayon en vrai. Est-ce qu'on a les mêmes feuilles? Vous avez les mêmes feuilles. Ah, ok, d'accord. Vous êtes tous les 4. Merde, comment il s'appelle? L'inspecteur Lafouine, il s'appelle. Très bien. Vous incarnez l'inspecteur Lafouine. Donc je vais tout vous lire. Vous avez le droit de le lire vous à côté en parallèle. On commence par le numéro 2 qui s'appelle le club des handicapés. Ok. Donc il n'y en a pas un de nous qui peut mourir pendant le truc. Non, non. Ok, c'est cool. juste, Donc, pour une c'est fois, juste je à vais- vous de trouver la solution. Pour une fois, je vais pas mourir en premier. Voilà. Est-ce qu'il peut perdre un bras et que ce bras soit pété par exemple? Une fois que Ouais, j'ai... Non, non, il n'y aura pas de... Une fois que j'ai fini la lecture, je vous laisse 1 minute pour trouver la solution. Oh la vache. Oh, Ok. la vache, Ah les oui. gars. Sachant que vous pouvez lire en parallèle, vous faites comme vous voulez, mais c'est aussi pour les auditeurs que je vais lire. Ok, c'est y part. Un meurtre a été commis dans un club pour personnes handicapées. Chargé de l'enquête par le commissaire Gradub, l'inspecteur Lafouine demande à Monsieur Brun, le directeur de l'établissement, de réunir tous les membres de l'association. Quelques instants plus tard, tout le monde se retrouve dans la salle de réunion du club. Monsieur Brun est entouré de Madame Flore, qui n'entend plus à cause d'une otite mal soignée, de Monsieur Tilleul, aveugle de naissance, de Mademoiselle Rose, qui a perdu l'usage de la parole à la suite d'un choc émotionnel, Beaucoup de plantes. de Monsieur Paré, amputé des 2 bras pendant la dernière guerre mondiale, et de Monsieur Marais, qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant à cause d'un accident de moto. Après un interrogatoire de routine, l'inspecteur Lafouine annonce qu'il est sur le point de démasquer le coupable. Par cette ruse, il espère une réaction du meurtrier. Le soir même, le policier reçoit un coup de téléphone. Un mystérieux correspondant lui donne rendez-vous à minuit dans un des quartiers les plus malfamés de la ville. Flairant un piège, Lafouine, sur ses gardes, part à pied vers le lieu indiqué. Alors qu'il emprunte un passage pour piétons, une voiture de forte cylindrée fonce sur lui et manque de le renverser. Il ne doit son salut qu'à sa détente de félin. Dans la pénombre, l'inspecteur ne peut distinguer le visage du conducteur. Celui-ci descend du véhicule et court vers Lafouine, un revolver dans la main droite. Le policier réussit à se dissimuler derrière les poubelles d'un immeuble voisin, mais son bras heurte une bouteille en verre qui tombe et se brise sur le trottoir. Alerté, l'inconnu se dirige vers les conteneurs à ordures. Une lutte s'engage, du tranchant de la main, Lafouine frappe l'avant-bras de son agresseur qui laisse tomber son arme dans le caniveau. Loin d'abandonner, l'inconnu tente d'étrangler Lafouine. Heureusement pour lui, l'inspecteur maîtrise parfaitement les arts martiaux. Grâce à une planchette japonaise magistralement exécutée, il envoie son adversaire au sol. Étourdi par son vol plané, le mystérieux agresseur ne peut rien lorsque l'inspecteur Lafouine lui passe les menottes, puis l'entraîne sous un réverbère afin de l'identifier. À votre avis, quel est le nom du coupable? Alors, on va y aller par élimination. Déjà, inspecteur Lafouine, c'était Walker Texas Ranger. Parce qu'il fait des planchères japonaises. Donc par élimination, déjà, c'est pas pas celle me- qui a perdu la voix puisqu'il y a eu un coup de téléphone. C'est pas l'aveugle puisqu'il y avait un conducteur. L'autre, elle a une otite mal soignée, donc c'est pas possible qu'elle C'est pas Monsieur Paré parce qu'il a plus de bras. C'est pas Monsieur Barré parce qu'il a plus de bras, il peut pas conduire. Donc c'est personne. Donc c'est l'inspecteur Lafouine lui-même. Mais non, c'est Monsieur Brun. Bah ouais, c'est ça peut être Ah, Brun. bah voilà, c'est ça. Monsieur Brun qui bute des pensionnaires pour empocher le Mais pognon. attends, une otite exactement. mal soignée, c'est que d'un côté. Mais les EHPAD sont trop remplis, c'est Non, on dit qu'elle entend. entend ça plus peut du être les tout. deux, hein. Non, Ah, d'accord. elle entend plus du tout. Donc c'est Monsieur Brun, t'as raison. Bah, je vois que lui. Attends. Il vous reste 20 secondes. Oh putain, ça va vite, ça va vite. Bah, on va dire Monsieur Brun, ou alors c'est tout le monde réuni, ils sont tous dans le coup. Bah, on a éliminé tout le monde, il reste que Monsieur Brun. Bah il reste que Monsieur Brun, donc c'est... Je sais, le tueur, c'est le tueur. Ou alors Monsieur Marais, parce qu'il se déplace en fauteuil roulant, mais peut-être qu'il bluffe. Bah, il peut pas courir du coup à la sortie en sortant. Et il de- bluffe. Il bluffe. Ah. Peut-être qu'il bluffe Il n'y a tous. pas d'histoire de mensonge, non. Non, mais il y a à cause d'un accident Non, de c'est moto. Monsieur Brun. Ouais, Bah, c'est c'est Monsieur bien Brun, Monsieur Brun. bah bravo, oui, les gars, forcément. Tout simplement. Pas si Il y a compliqué. le chrono. Ça va, celui-là était bien. Et c'est qu'on peut oublier un peu Monsieur Brun au milieu de tout ça en fait. Ouais, parce C'est que ça tu le pensais- problème. Mais moi j'y pensais dès Tu le départ. pensais qu'on était des manches, voilà pourquoi. Je me suis dit, lui, il est louche dès le départ. Mais Dès le ouais. départ. Putain d'enquêteur. Il réunit tous les pires handicapés possibles. Il veut leur faire passer ça sur le dos. Je me suis dit la petite deuxième aussi pour deuxième et dernière.
le braqueur du Calvados. Ah, le fameux. Alors, pour info, on mettra le lien où j'ai trouvé toutes les énigmes, parce qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine, je sais plus. Pour si les gens veulent les voir, les retrouver et tout machin. C'est vraiment c'est sympa, quoi. Ok. Alors, depuis le début de l'été, profitant de l'arrivée des vacanciers sur les plages normandes, un homme s'attaque aux agences du Crédit Agricole. Ta meuf va pas être contente. J'avais même pas fait le lien. Il choisit des lieux très fréquentés, ce qui lui permet de se fondre dans la foule avant l'arrivée des policiers. La série d'attaques a commencé le 6 juillet, dans la station balnéaire de Trouville. Puis ce fut le tour des agences d'Aromanche, le 13, d'Oulgat, le 20, d'Ouistreham, le 27, et de Villeurville, le 3 août. Chaque fois, le braqueur procède de la même manière. Il tient en respect le personnel et les clients de la banque tout en se faisant ouvrir le coffre-fort. Visiblement très calculateur, il ne prend que 7000 € qu'il place dans un panier à provisions. L'opération terminée, l'homme s'enfuit tranquillement par la porte de service. Certains témoins affirment l'avoir vu embrasser 7 fois la médaille qu'il porte autour du cou avant de disparaître dans les rues piétonnes. Ah, mais c'est moi ça. Malgré les nombreux policiers présents dans la région, le voleur a toujours réussi à passer entre les mailles du filet. L'inspecteur Lafouine, qui passe comme tous les ans ses vacances à l'hôtel Beau Rivage de Deauville, est appelé en renfort par le préfet du Calvados. Coup de bol. Installé dans un bureau de la préfecture, Lafouine s'est fait remettre la carte de la région et la liste des agences du Crédit Agricole. Il étudie attentivement le secteur où opère l'auteur des vols à main armée. En comparant les données qu'il a en sa possession, le policier constate qu'il ne reste plus que 5 agences dans la zone concernée, qui sont celles de Luc-sur-Mer, Merville, Auberville, Cabourg et Blonville. Grâce à son esprit de déduction, qui n'a rien à envier à celui de Sherlock Holmes, Lafouine est persuadé d'avoir découvert la date et le lieu du prochain hold-up. Il demande au préfet de tendre une souricière. Au jour et à la date indiquée par Lafouine, la gendarmerie met fin aux agissements de Léon Noël, surnommé le braqueur du Calvados par la presse. Il est pris en flagrant délit alors qu'il tentait d'attaquer pour la 6e fois une agence du Crédit Agricole. Ah bah putain. Au journaliste qui l'interviewe, l'inspecteur Lafouine répond « Son chiffre porte-bonheur a perdu notre homme ». À votre avis, quel jour et dans quelle ville est pris le 10 août Léon Noël? Le 10 août, le 10 août, c'est tous les 7 jours. Ouais. Et il faut compter les lettres, non? Ouais, je pense, il y a un truc comme ça. Ah, j'avais commencé à compter les lettres, mais ça a pas l'air de coller. Ah, ça colle pas. T-A-H-O-V. Ça forme un mot ou pas? Non. Alors oui, pour info, vous avez le bonjour, déjà. Parce qu'il fait ça tous les 7 jours. Ouais. Le dernier étant le 3 août, le second sera le 10 août. Non. Merde. Trouville. Mais où ça sera? Entre donc Luc-sur-Mer, Merville, Auberville, Cabourg et Blonville. Sachant que sa série d'attaques a été le 6 juillet à Trouville, le 13 à Aromanche, le 20 à Oulgat, le 27 à Ouistreham, le 3 août à Villeurville. C'est la progression des Américains quand ils ont... Ça commence par C, donc c'est à Cabourg le 10. Bien joué, Mollusque. C'est ça. Comment tu l'as, le truc? C'est les lettres de l'alphabet. Ok, d'accord. En fait, Trouville jusqu'à Aromanche, donc de T à A, il y a 7 lettres, de A à H, il y a 7 lettres, de H à O, il y a 7 lettres, etc. Et Villeurville, donc jusqu'à, si tu vous déplacez, W, X, Y, Z, A, B, C, donc c'est Cabourg. Ouais. Excellent. Les auditeurs auraient pu me voir compter sur les doigts pour trouver la bonne banque. Tu vas faire fin limier, mon cher. Et en plus, un expert de karaté. Il défonce des gueules en 2 secondes. Eh bien joué, messieurs, vous avez réussi. Il restait plus que 8 secondes quand même. C'était pas mal pour le dernier. Merci, Mollusque. Ça, c'est de l'escalade game, ma gueule. En 8 secondes, j'aurais pas trouvé là. Non, en fait, j'en ai testé 4-5 pour voir si c'était sympa. Et en gros, il y a soit des trucs de logique comme le premier, soit des trucs un peu plus mathématiques, ou le troisième type sur les vingtaines qu'il y a c'est des trucs où il y a quelqu'un qui ment. Ah, menteur. C'est toujours des trucs comme ça. Merci, c'était donc cool. on a tous gagné. Vous avez tous gagné, les gars, bravo. On a gagné, personne n'est mort. On boit une bolée? Allez, vous avez allez, on va arrêter une petite bolée. Une bolée. Merde, je vais faire du bruit en versant dans mon verre. Du coup, j'ai fait que de la mousse. Oui, fais plutôt du bruit en versant dans mon verre. Allez, servez tranquillou. Oh, quel teintement magnifique. C'est mignon, c'est mignon. Pardon. Angelo, je te laisse te servir parce qu'après ça va être à toi. Merci.
Voilà, impeccable. Pam, pam, On verra pam. sur. Peut-être qu'on garde ça, hein, ça fait Oh, une petite ouais, pause c'est sympathique. petite, Les gens peuvent aller boire un verre, Ils sont là, ils Trop bizarre. faire pipi. Ils sont dégoûtés, j'ai pas trouvé Cabourg, j'ai pas trouvé Cabourg. Si vous n'aimez pas l'épisode, vous pouvez aller aux Azou à la place et revenir plus tard. Voilà. Allez, et du coup, c'est Angelo qui va commencer aujourd'hui, un petit jungle. Ce petit clavier. C'est ce petit saxo qui donne envie de faire du sexe. Allez, deux. Puis comme la pièce a enfumé, c'est parfait. Allez, ça T'as- fait t'as pas- très ambiance barésie. Hein. Bon, T'as petit envie de Angelo, je te froncer, t'as envie de froncer les sourcils quand et de faire une petite moue. Moi, ça fait penser à toujours au début de l'assassin sonne Sodomie. toujours 2 fois. Non, ça n'est Ah, mais oui, ça en va même pas, temps. non. Pardon. C'est pas dans le Oh thème. la vache. Ah, le assassin. Ah du merde. Nord. C'était parfait. putain. L'assassin sonne toujours 2 fois. Je crois. Le premier film des inconnus quand ils étaient encore 5 avec Smaïn Ah putain, oui. et un mec. Oh la vache. Là, Oui, ça c'est mieux, commence, ça, ça hein. commence exactement comme ça. Et bon, Angelo, je te laisse la parole. Allez, du coup. oui, sur ces belles paroles. Donc, je vais vous parler de Black Mask. Alors, Black Mask, qu'est-ce que c'est? Bah, justement, je vais vous expliquer, ça tombe bien. Alors, Black Mask, c'est particulier. Hein, c'est une chronique particulière parce que je ne vais pas m'attarder sur une œuvre, mais sur un magazine qui a publié des œuvres. Donc, c'est une chronique que je vais développer en une seule partie, décomposée en 2 sous-parties, 3 alinéas et 2 tirets. Donc, grandeur et décadence et code et influence dans la culture pop. Donc Black Mask, déjà, il faut que je vous donne quelques données pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un magazine pulp américain qui a été publié de 1920 à 1951. Messieurs, première question, pulp, ça veut dire J'étais pas quoi? né. Alors, pulp, moi j'ai tout de suite la pulpe du genre, je suis débile, hein, mais ça me vient. oui. Mais j'imagine que c'est pas ça. Orange sanguine? Ouais. Pulp. J'aurais Non, dit ça aussi, sulfureux ouais. peut-être un peu plus. Comment? Sulfureux peut-être plus. Alors par extension peut-être, mais J'aurais été pas c'est très loin Po- du truc de populaire un Moïse, quand même. peu. Pas du tout. Ouais, alors Pulp, ça vient de Pulp Magazine, qui vient de Pulp Wood à la base, donc pâte à papier, pulp, en référence au papier de piètre qualité pour des prix de production et de vente pas chers. C'était donc par extension des mags très bon marché, des magazines très bon marché qui étaient spécialisés dans des fictions de genre Black Mask pour le crime, Weird Tales pour le fantastique et l'horreur, etc. Donc en 1920, ça publie un peu de tout comme nouvelle, mais c'est à partir de 1924, sous l'impulsion de Philip C. Cody, nouvel éditeur, que Black Mask se spécialise dans le hard-boiled. Et ça, pareil, est-ce que vous pourriez deviner si vous ne savez pas? Tu peux le Alors refaire, le Tony hard-boiled, c'est le genre policier qui est plus issu de la tradition anglaise, si je dis pas de bêtises. Ça pourrait être ça. Les Tu- autres me regardent, attends. Tu alors, l'écris là, comment? c'est- Parce que j'arrive pas à comprendre quand tu l'écris. C'est hard comme dur et boiled B-O-I-L-D. Oui, donc Bouillu dur. Bouillu, quoi. Autant Bouillu dur, quoi. C'est très bouillu. C'est de la Vois le bouillie lire, dure. je sais pas ce que c'est. Ok, donc alors je vous explique, c'est un sous-genre du polar dont les protagonistes évoluent dans un monde légal corrompu et dont le protagoniste principal devient souvent la figure d'anti-héros. Donc c'est une sorte de... De Sin City, pour le coup. Oui, c'était ça, c'est une sorte de polar un peu plus rude, plus extrême ok. qu'habituellement. Donc, pour vous raconter cette histoire de grandeur et de décadence, donc l'aventure commence en avril 1920 pour le journaliste H.L. Mencken et le critique littéraire George Jean Nathan qui décident de publier ce magazine bon marché pour renflouer les caisses d'un magazine littéraire plus prestigieux, The Smart Set, opéré à perte depuis 1917. Quand il lance ce truc-là, au début il s'agit de nouvelles et de fictions d'aventure, de mystères, de policiers, bref, de romances d'amour, un peu de tout, même de l'occulte d'ailleurs. Donc rien forcément à voir avec le crime. Après 8 numéros, leur investissement de $600 est rentabilisé. Ça me fait marrer parce qu'on est en 2023 maintenant, ce serait des milliards pour ça. Leur investissement de $600 est rentabilisé, ils le revendent pour $12 500 en 1922. Et c'est là que ça prend un tournant. Ça prend un tournant parce que le nouvel éditeur, Cody, donc, il connaît le marché. Il sait ce qui marche auprès du lecteur. Et donc, sous sa supervision, les histoires retenues vont devenir plus sensationnelles, plus complexes narrativement et plus sombres, plus sanglantes, plus sexuelles. Quand Joseph Shaw reprend l'édition en 1926,
Il consolide cette direction en laissant aux manettes une nouvelle génération d'auteurs. Donc à la base, les mecs ne sont pas connus. Donc Carol John Daly. Alors Daly, j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Non, on est d'accord, on est bien d'accord. Et Daly, il a un personnage de ses histoires, un détective privé, Race Williams. Héros ou plutôt anti-héros rugueux, à la gouaille et au verbe facile, à l'analyse acerbe. Bref, le futur modèle du genre. L'âge d'or ne tarde pas à débouler, avec ces codes qui vont être utilisés à la perfection par Dashiell Hammett dans les années 30 et Raymond Chandler dans la décennie suivante. Deux auteurs dont les œuvres vont être souvent adaptées en film à cette même époque, avec Humphrey Bogart qui se débrouille toujours pour avoir le beau rôle dans les deux cas. Donc c'est-à-dire que ce soit les œuvres de Hammett ou les œuvres de Chandler, à chaque fois c'était Bogart qui faisait le détective. Hammett, obligé de vous en parler, donc le Faucon de Malte ou le Faucon maltais selon l'édition. Est-ce que vous en avez entendu parler d'ailleurs de ça, le Faucon maltais? Alors là, parce que ça a été en film plusieurs fois, en BD aussi. Ouais, juste de nom, mais j'ai jamais... Pareil de nom, mais c'est... En jeu peut-être d'ailleurs même. Alors, le Faucon maltais s'est publié dans Black Mask en 1929. C'est le personnage de Sam Spade, détective privé détaché de tout ce qui se passe, avec pourtant une attention aux moindres détails. L'homme désillusionné, témoin privilégié de la misère, du vice et de la corruption, et qui se laisse pourtant quand même diriger par un idéalisme décalé et une conception de la justice assez personnelle. C'est surtout une fiction entièrement racontée à la troisième personne, sans aucune description des personnages, ni même physique, ni de ce qu'ils pensent, ni de ce qu'ils font. Donc on rajoute du coup au lecteur un aspect décalé, en retrait contemplatif. Donc froid. Je retrouve mes notes parce que je suis perdu dans ce que je vous racontais. Oh non. Oh no. Quelque chose qu'on le retrouvera d'ailleurs justement avec le Philip Marlowe de Chandler dans les œuvres cultes, Le Grand Sommeil en 39 et La Dame du Lac en 43, entre autres pour ne citer que. D'ailleurs tout ça a été adapté en film noir par Hollywood à cette même époque, avec toujours Humphrey Bogart qui se débrouille pour avoir le premier rôle. Pourquoi Black Mask se meurt à la fin des années 40 et 50 ? Eh bah tiens, je vous pose la question. Eh bah oui, pourquoi ? Vous pouvez répéter la question ? Pourquoi Black Mask à partir des années 40-50 c'est Parce que les gens en ont marre de lire des histoires comme ça après la guerre. Ouais, c'est pas mal comme réponse. Pourquoi pas ? Parce que ça se renouvelle pas assez. Il y avait une naissance de la SF aussi peut-être à ce moment-là. Parce qu'il y avait aussi plein de faits divers dans le journal et qu'il n'y avait plus besoin d'aller chercher dans des séries à côté. T'avais tout ce qu'il fallait dans le journal. Tes deux réponses sont Ça pas mal. pourrait absolument être ça. Et juste marre de voir toujours le même mec, peut-être. Vous abondez. Oui, peut-être ça peut être ça aussi. Alors ils étaient tout un collectif d'auteurs, donc mais c'est vrai que c'était quand même le même modèle de rôle. Alors pour deux raisons principales. La première, c'est que les genres et les codes qu'il a maîtrisés sont depuis totalement passés grand public. Parce que depuis, il y a la radio qui s'y attaque, parce qu'à cette époque, la radio américaine des années 40-50, ils ont beaucoup de programmes. Alors comment on pourrait qualifier ça Fiction audio. Merci, oui, c'est ça, fiction audio, c'est ça. C'est ce que fait encore France Inter un peu aujourd'hui. Ça arrive un peu, culture. voilà, c'est ça. Alors, sauf qu'à cette époque-là, 40-50, donc c'était de la grande écoute aux États-Unis. Tout le monde était devant son poste de radio, parce que la télé n'était pas encore ce qu'elle était. La guerre des mondes, quoi. Et voilà, La Guerre des mondes, par exemple, Guerre des mondes, de George Orwell. exactement. Enfin, comment il s'appelle c'est pas mal, c'est français. C'est pas mal, c'est français. Orson Welles. Ah merci, Orson Welles qui le raconte à la CBS. Je vais y arriver. Ah mais c'est bien parce que tout est pas bien mais nickel. Voilà, Orson Welles de CBS, c'est bon. Bon bref, du coup voilà, donc la première c'est que les codes, depuis en fait ils sont réutilisés par tout le monde, donc la radio, le cinéma qui en a bien fait qui a bien squeezé le bordel, les magazines rivaux qui depuis pullulent, et puis la montée des comics également. Les comics qui sont aussi très bon marché à cette époque-là, qui sont moins $1, parce que pareil aujourd'hui ça paraît papier de merde abstrait, mais c'était moins $1 à l'époque. La deuxième, c'est aussi tout simplement c'est que les auteurs ils foutent le camp parce qu'ils sont tous sous-payés, donc à partir de là les enfants faut pas chercher midi à 14h. Mais il faut noter qu'il y a eu un premier revival dans les années 80 avec des auteurs comme James Ellroy sous le nom de The New Black Mask. Bon alors ça va durer de 85 à 87, donc ça va pas être très 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 long, mais mine de rien Ellroy à cette époque-là il aura le temps de sortir le Dahlia Noir. Ah oui quand même, ouais. Vous connaissez ça, le Dahlia Dahlia Noir? Oui. Est-ce que, tiens, question, c'est quoi le Dahlia Noir? Et moi je connais deux noms mais je peux pas t'expliquer ce que c'est. Je vais pas tenter quelque chose. C'est un roman adapté en film dans les années 90. Alors il a été adapté en film, tout à fait. Sur un
polar noir Super, t'as dit sombre, que des trucs génériques, moche américain que j'ai un pas vu roman depuis mis en 10 ans. film. Il y a une figure de femme fatale aussi dedans. Il y a absolument ça. En fait, c'est surtout adapté d'une histoire vraie, d'une très jeune femme dans un hôtel à Los Angeles qui s'est fait découper en petits morceaux après s'être fait violer. Donc voilà pourquoi ça fantasmait toute une époque le Dahlia noir. Et donc James Ellroy l'a fantasmé dans le sens où pendant c'était un peu le Ligonesse américain. C'est-à-dire que les gens pendant des années ils voulaient avoir le fin mot de l'histoire et ils l'ont jamais eu. Oui, fasciné plus que fantasmé. Quoi. Oui, c'est vrai. Fantasmé dans le sens où les conclusions ont pour le coup été fantasmées. C'est-à-dire qu'on est parti dans toutes les directions, y compris dans les films d'horreur, parce que le Dahlia noir a aussi fait l'objet de pas mal de films d'horreur, parce que l'hôtel en question a été également le théâtre de pas mal d'autres meurtres très scabreux. Donc forcément, il en fallait pas plus pour que ce soit utilisé dans des films d'horreur. Ça fait plus Petit Grégory pour la France, c'est toujours resté quand même. Bah oui, en vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai malheureusement. Donc, et ensuite, mine de rien, les années 2010 où les droits de publication sont rachetés, puis digitalisés et en e-book et ainsi qu'en audiobook. Et là, du coup, ça fuse pas mal, ça marche pas mal sa maman maintenant. C'est redevenu pas mal à la mode, surtout aux États-Unis où il y a une nouvelle génération d'auteurs qui s'en inspirent. Voilà, inutile de vous dire qu'aujourd'hui chaque numéro original est une pièce de collection de Bâtard Sadaron. Et une petite anecdote, comme ça pour le plaisir, dans le remake de Mafia, donc la Definitive Edition, le Mafia qui a été remake récemment, les couvertures sont des objets à collecter. C'est tout pour WAM. Chacha balance l'audio pour finir cette chronique en s'ambiançant pendant que je vous montre des couvertures de différents Black Mask. Ça se fait passer la tablette. J'habite pas très loin de la place Vierme à Nantes. Il y a une brocante régulièrement et l'autre fois je suis descendu, j'ai vu des Black Mask et tout. Ah, trop ouf. Du coup, je connaissais pas et du coup j'ai fait ah oui, d'accord, c'est ça Black Mask. Et du alors, coup, quand j'ai revu là les affiches que tu es en train de me montrer, quoi, je crois que tu peux les choper je crois que tu peux en choper gratuitement parce que certains ne sont pas repassés sous droit. Donc du coup, paf, tu chopes les nouvelles gratos et des trucs bien cultes. Troisième édition m'intéresse bien. Est-ce qu'il y a des... les nouvelles éditions sont super cool parce qu'ils ont repris la même patte graphique. Donc voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui sont devenus vraiment cultes, je veux dire, vraiment très reconnus parce que peut-être que je connais pas assez. Le Faucon. Alors, les numéros, il y a le Faucon maltais. En fait, tous ces romans, en fait, à la base, étaient publiés dans Black Mask. Donc, le Faucon maltais, le Grand Sommeil, la Dame du Lac. Mais du coup, ça faisait des romans qui sortaient épisodiques. C'est ça, okay. dans Black Mask. Et une fois que c'était sorti, c'était des succès tellement monstrueux qu'après ils étaient collectés en romans et paf, c'est comme ça que les auteurs derrière ont fait genre Ellroy avait besoin de ça pour. Ellroy a été connu par ça d'abord, il était passé par Black Mask. Donc tous ces auteurs-là sont d'abord passés par Black Mask et après, paf, c'est parti. Ce que tu sais, c'est justement. C'était un tremplin en fait, Black Mask. Cette version-là, c'est-à-dire de faire des parties avec plein de trucs, après tu réunis plus tard, genre version manga avec les Weekly Shonen Jump. Oui, c'est un peu comme ça. Est-ce que ça a été. Est-ce qu'ils sont inspirés de ça, le Weekly Shonen Jump? Parce que je pense que c'est plus tard. Ou pas du tout? Tu sais pas. Hein, alors non, je pense pas que ce soit Black Mask, c'est juste que c'est un format d'édition qui était utilisé dans plein de trucs parce que Black Mask et plein d'autres magazines faisaient la même chose. Même avant Black Mask, t'avais déjà des magazines littéraires ou des trucs comme ça qui publiaient en série, puis après c'était. Eux, ils s'étaient déjà inspirés. Je pense que même en France ça existait. C'est un truc. En fait, ça paraît être tombé sous le sens parce que c'est un truc pratique. Finalement. Les feuilletons, en fait, c'est le format de feuilleton quelque part. Ah oui, c'est vrai. Ok. Je crois que je vais éteindre la musique du coup. Oui, c'était pas désagréable. On s'est ambiancé. J'ai envie de me servir un petit whisky. C'est pareil, en faisant tourner le verre. Donc tu l'as tartiné ta chronique finalement? Bah ouais, je l'ai tartiné, j'avais peur d'être trop long donc du coup. Non, t'étais très bien. Beaucoup d'infos. Ouais, beaucoup d'infos. En même temps, une époque assez large et puis comme c'est un magazine, du coup, tu peux pas t'arrêter sur un truc en particulier. Donc ouais, c'était pas facile. Ouais. Et bah merci mon petit Angelo. Bah de rien. On va rester toujours dans les mêmes ambiances. C'est à toi. Et j'ai envie de dire, j'envoie le jingle alors. Allez, vas-y. Oui, oui, ça fait carrément Red Dead Redemption.
c'est Pépé qui prend la parole pour la deuxième œuvre. Je te laisse, je vais pas dire le nom, je te laisse présenter à Je fond. vais vous parler. Alors, avec toutes les infos dont tu nous as abreuvé, Angelo, j'en suis à me demander si je suis pas hors sujet. Mais Tu non. me diras à la fin. C'est- si vous c'est êtes dans le thème. crime. T'as vu tous les adjectifs qu'il y avait pour ce... Ah oui, il y a des crimes. Il y a des crimes, c'est bon. Je suis dans le sujet. Tous les thématiques correspondent. Je vais vous parler de Black Sad. Black ça Black Sad. Comme milieu de L. Black. Quoi? J'ai entendu Black ça. Ah non, Non, j'ai bien- Black Pardon. Sad. Noir triste. Voilà, Noir Triste. Je t'aurais fait en VF. Qu'est-ce que c'est? C'est une série de bandes dessinées inspirées du roman noir. Débutée en novembre 2000, donc c'est pas si vieux, ouais, c'est 22 ans, ouais, donc ça commence à dater un petit peu. Mais... C'est une série donc qui compte aujourd'hui 6 tomes et un autre qui est déjà à paraître très prochainement. Mais Black Sad, qu'est-ce que c'est plus exactement? C'est un scénario en béton et de nombreux personnages ayant tous une forte personnalité, tous nés de l'esprit passionné de Juan Diaz Cañales, pardon. Ce même gars qui a également repris la suite des aventures de Corto Maltese pendant 4 tomes, 20 ans après la mort de Hugo Pratt. Je sais pas ce que ça donne. Peut-être que toi tu sais, Mollusque, mais... Ne parle pas de la mort d'Hugo Pratt. Mais qu'en est-il de la reprise de Corto Maltese par Juan Diaz Cañales? J'en ai lu qu'un. Je sais pas s'il en a fait plus. Il en a fait 4. Ok, bah, j'en ai lu qu'un, il était bien. Ok, donc ça va. En tout cas, voilà, il a surtout bossé sur Black Sad. C'est également le cas de Juanjo Guarnido, pardon, qui est au dessin et à la couleur qu'il applique d'une main de maître. Donc lui, il a également travaillé un temps chez Disney sur des décors ou des animations. Tu sais sur quoi, juste par hasard? Non. Pas... Par exemple, les décors du Bossu Notre-Dame. Ok. À l'animation, il a animé Hadès dans Hercule. Hercule, voilà, entre autres. Ok. Et c'est lui qui a écrit Fuck dans les étoiles du Ah oui, Roi c'est Lion. lui. Ouais. Bah, peut-être. Alors, c'est marqué SFX normalement, mais ça n'a pas bien marché. Donc voilà, Black Sad, donc... Qui est pas ça? Qui est pas ça? John Black Sad, John de son prénom, est un détective privé, solitaire et torturé. Donc voilà, Tu vois qu'on est évidemment. Et il mène des enquêtes. Sauf que la plupart du temps, lui, il voudrait juste faire des enquêtes pépouses. Mais il se retrouve toujours dans des situations qui dégénèrent où il va être impliqué malgré lui. Donc dans ces bandes dessinées, les thèmes abordés sont divers et variés. Donc on passe du racisme et la ségrégation dans le tome 2, la guerre froide et la chasse aux sorcières dans le tome 3 ou 4 Peut-être. 3. La vie d'artiste de jazz à la Nouvelle-Orléans. Ce qui et d'ailleurs j'en profite pour dire que c'est un épisode à lire avec un casque sur les oreilles. Il y a la liste des musiques à écouter. C'est celui où il y a Summertime dessus qui revient souvent. Alors qui revient souvent, non, enfin avec les paroles, je veux dire. Tu vas avoir toute une playlist en fait à déguster avec. La façon dont tu expliques, on dirait Tintin en badass quoi. Un peu. en vraiment beaucoup. Parce que Tintin c'est pas badass. D'ailleurs, il y a un point commun, ils ont un impair. Il y a quand même l'impair. Fin du point commun. On se l'appelle un impair de pervers, mais c'est le seul point commun. On se calme sur Tintin. Doucement, Angèle. Et je pauvre Pépé. En plus, c'est trop cool. Et oui, donc voilà, plein de thèmes abordés à travers les différents tomes, pardon. Et à chaque fois, on aura droit à des dialogues percutants, des grandes scènes d'action avec tout au long du récit la voix off de Black Sad, qui nous distille petit à petit des éléments narratifs sur son caractère bien trempé et sa vision désespérée du monde qui l'entoure. Voilà, Black Sad, on est un peu sur un personnage un peu cliché quelque part archétype. Un archétype. Voilà. Donc du coup, ouais, beaucoup de punchline, je vous disais juste avant, donc notamment en voix off ou aussi à travers les dialogues. Donc pour vous donner quelques exemples, je me suis pas fait chier, hein, j'ai pris ce qu'il y a en 4e de couverture de chaque album. Allez, tout simplement. Et je vous en cite quelques-unes et clairement voilà, on est sur l'archétype quoi.
Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais parce que certainement cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Ou alors encore, de toute évidence, ma tête ne plaisait guère aux gens du quartier. J'avais cependant l'intention de continuer à la montrer. Ou alors un petit dialogue. Qui es-tu pour me juger ? Qu'as-tu de plus qui te rende meilleur que moi ? La poésie et les couilles. D'accord. Voilà, on a des plein de petits dialogues sympathiques et puis c'est cette petite voix off donc sous forme de petites cases tout au long du récit qui nous met dans la tête du perso. Voilà, qui nous traîne dans la tête tout au long du récit. Donc voilà, on a le droit à une histoire très touffue qui distille également quelques éléments de lore sujet à interprétation. On peut théoriser sur Black Sad, notamment grâce à ce qu'on peut retrouver dans certaines planches un petit peu cachées à droite à gauche, ou alors des éléments narratifs dissimulés dans les pages de garde en début et en fin d'album. Donc voilà, en fait, au cours de mes recherches, j'ai retrouvé plein de petites théories sur la vie de Black Sad que je ne soupçonnais pas lors de mes premières lectures. Voilà, maintenant je vais passer au dessin. Le dessin, il claque sa mère. Ah ouais, faut en parler. Donc, tout d'abord, Charlie va se servir un petit verre. Mais fais ton truc. Donc, tout d'abord, le dessin. On va commencer direct. La couverture du tome 1, totalement mythique. Je suis sûr que si je vous parle de la couverture du premier tome de Black Sad, vous voyez exactement ce que c'est. Blanc et noir, un chat en blanc et noir en... Est-ce que... C'est juste son visage en dessous. Est-ce que... parce que je sais pas si tu avais précisé la ouais, forme voilà, des personnages. C'est ce que j'allais dire, en fait, le forme fait des que ce soit anthropomorphique. Oui, bah ouais, j'allais y venir à la fin. Ah merde, j'hésitais, je me dis, il va y venir à la fin. Quand t'as pas d'histoire touffue... Évidemment qu'on va y venir. Quand t'as pas d'histoire touffue, je vais dire voulu. Bah, je te laisse. Donc oui, on peut le dire tout de suite, Black Sad, c'est un chat. C'est un chat. On va y revenir. J'ai pas fait les choses dans l'ordre. Vas-y. Donc oui, déjà, on a cette couverture mythique d'un gros plan sur la tête de Black Sad avec sa cigarette et la fumée. Donc un album... Sourcil froncé. Vénère. Voilà, il est un petit peu vénère. On peut le voir bien plus vénère. Mais il est très attachant. Mais même sans l'avoir lu, la plupart des gens, je pense qu'ils ont pu voir au moins quelque part cette image. Même si t'as jamais lu Black Sad, il y a des images. Tu vois une image de ce chat noir en impair. En impair. Tu sais, c'est devenu un classique en fait. Donc voilà, on a une patte graphique un petit peu héritée aussi des Disney. On le voit, ça choque pas, on se dit pas tiens je suis en train de lire une BD Disney appliquée sur le papier. C'est pas les Aristochats. C'est surtout dans l'expression des visages où on voit qu'en fait il arrive à retranscrire l'expression des personnages dans les regards, dans les mimiques, c'est assez impressionnant. On a aussi des mouvements qui sont presque perceptibles. On pourra ressentir la puissance d'un coup de poing comme si on se le prenait en pleine poire, rien qu'en regardant une case. Ouais. On se sent essoufflé en parcourant une planche de course-poursuite. Je pense à justement une course-poursuite à un moment dans des ruelles. Ça se passe juste sur une page. C'est très bien séquencé. On a vraiment l'impression d'être dans la course-poursuite. Et tout ça pour au final, quand tu tournes la page, je crois que c'est la seule fois des 6 tomes que j'ai lus où tu as une page pleine, une case sur une plage, sur une page, où après une course poursuite, tu te retrouves en fait dans une fête. Dans une foule. Pas une fête foraine, mais un défilé. Un carnaval plutôt. Un carnaval, merci. Et du coup, tu as vraiment cette sensation d'avoir couru pendant toute la page pour te retrouver perdu en fait au milieu de la foule. Parce qu'il y a deux maîtrises en termes de dessin, le mouvement, comme tu as dit, et la rythmique. Enfin, la rythmique ouais, voilà. aussi. Du coup, par exemple, cette page, elle montre très bien cette maîtrise où déjà, t'as vraiment... il est en train de courir alors que c'est juste un enchaînement de cases. Et pour le coup, on n'est pas sur du... Alors, c'est là qu'on n'est plus du tout sur du Tintin. Hein, c'est pas il n'y a pas des traits. Un alignement de 3 ou 4 cases, etc. C'est vraiment un découpage... tu vas avoir une case qui va faire toute la largeur de la page, ou plein de petits séquençages. Et cette sensation de mouvement tout le temps et les expressions du visage. Cette page m'a vraiment marqué. Et c'est pas la seule, il y en a plein d'autres qui sont très marquantes. D'ailleurs, tout de suite, il y en a une qui me revient. On parlait du fait qu'il soit assez vénère sur la couverture. T'as une case où il est ultra vénère. Cette-ci, on la voit souvent en traînant sur Internet quand on tape Black Sad.
C'est Black Sad qui est très énervé contre un bulldog qui plante son flingue dans la bouche du personnage et il a les poils hérissés. Oui, hérissé, ouais, il a le dos courbé. Et là, vraiment, t'as l'impression qu'il va le défoncer la case sa d'avant, gueule. il va tirer la balle. Mais... ouais. Enfin voilà, un gros travail là-dessus. Également, les jeux de perspective. On a le droit à des angles de vue cinématographiques demandant beaucoup de technique au dessin. De film noir. Et je pense notamment à une case, toujours, c'est beaucoup le tome 1. Pour moi, le tome 1, il est au-dessus des autres. Les autres sont bien, mais le tome 1 est vraiment au-dessus. Il y a une case où on est dans le bureau de Black Sad. Donc déjà, forcément, un bureau de détective. Dégueulasse. Donc l'angle de vue, on est quasiment collé au lustre. Et du coup, on a une vue globale de son bureau en bordel, avec Black Sad qui est vautré sur son bureau. Enfin, voilà, des trucs qui paraissent impossibles à dessiner, ou en tout cas qui ont demandé énormément de travail. Un travail énorme et également énorme sur les couleurs. Donc on aura une dominante par album, qui vont donner une ambiance différente à chaque album. Donc surtout sur les 5 premiers albums. Donc le premier va être, on le voit direct sur la couverture, va être très noir le premier. Le deuxième, donc Arctic Nation, plutôt dans le blanc en fait, ça se passe en hiver. Beaucoup de contraste avec la neige. T'as ce thème en fait de ségrégation en fait entre les animaux blancs. Ce qui est complètement absurde, tu vois, c'est les animaux au pelage blanc. Voilà, c'est ça. Et qui sont contre tous qui se disent de race pure. Ceux qui sont colorés. Tu auras ensuite âme rouge du coup qui est vraiment sur des tons rouge orangé. Sépia. Ensuite l'enfer, le silence, donc bleu. Et on a ce thème du blues, c'est cet album, voilà, c'est le 4e album qui tourne beaucoup autour de la musique. Le 5e, Amarillo, autour du jaune. Là, tout de suite, on est sur une autre ambiance. Et dans tous ces tomes, en fait, on aura des aquarelles parfaitement maîtrisées, que ce soit sur les scènes sombres ou les scènes ensoleillées et ombragées. Je pense notamment au 5e album, qui a eu une critique un peu moins bonne. Parce qu'on est un peu moins dans le roman noir, parce que c'est très ensoleillé aussi, tu as une ambiance très différente. Mais au niveau de la maîtrise, c'est assez incroyable. On est sur du grand art. Ouais. Et toujours du coup un petit peu sur le dessin, et qui va aider aussi à caractériser un petit peu tous les personnages de cet univers assez sombre. Donc on a des animaux anthropomorphes. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc voilà, tous les personnages sont des animaux. Mais on n'est pas dans un monde de chats ou un monde de chiens. On est dans un monde où voilà, on va avoir essentiellement des mammifères et des ovipares. On va pas avoir d'insectes. Le reste c'est plus compliqué. En fait, pour les gens, je trouve que c'est des humains qui sont dessinés en forme d'animaux et pas l'inverse, je trouve. C'est ce que je veux dire. C'est tellement humanisé. C'est ça. C'est plus une représentation de leur personnalité derrière aussi. Exactement. Ouais. Oui, parce qu'au final, ils ont tous un corps humain. Parce que c'est vraiment le visage. Les personnages les plus impulsifs sont les mammifères les plus agressifs quand ils partent. Enfin, t'as toujours un truc comme ça. Ça joue un peu là-dessus. Donc voilà, l'anthropomorphisme, pour reprendre à la base, au moment de la genèse du projet, qui est quand même dans les débuts des années 90, donc ça a quand même mis 10 ans avant d'arriver sur un album. L'anthropomorphisme, on ne voit ça que dans les fables ou les contes au final. Donc on va penser à La Fontaine ou alors tous les contes de Disney. Donc c'était plutôt un choix risqué, mais qui va s'avérer gagnant. Ouais. Parce que finalement, l'objectif va être d'exacerber les facettes de la personnalité des personnages ou de créer des décalages. Donc on va avoir notamment ce Black Sad, ce chat noir qui finalement attire la poisse sur lui sans arrêt. Pour avoir un autre personnage assez récurrent, on a Weekly qui est un des rares amis si ce n'est le seul de Black Sad, qui est un journaliste, et donc c'est une fouine qui pue. Voilà, qui voilà, là on est sur des personnages qui correspondent bien à l'animal qui le représente. Mais parfois on a parfois vraiment des gros décalages. En fait, on a alors là c'est de mémoire, je l'ai pas noté. Un paresseux hyperactif. On n'a pas, il y a pas de paresseux. Par exemple, on a un flamant rose. Qu'est-ce qu'on s'imagine? Là on est sur un personnage totalement sournois. Oui, vraiment. En plus, il est tout le temps en train de tordre. Il a un cou très long qu'il est tout le temps en train de tordre. Et c'est voilà, ça.
Ça revient un peu à la figure du vautour, mais détourné en Ouais, flamant voilà, rose. on est exactement. Ok. Ouais, ce personnage aurait pu être un vautour. Parce que je voyais Mais- plus le flamant rose qu'un monocle, mais du coup, Mais son du noir coup, riche, ça c'est un peu ce la même côté chose, un petit peu désarticulé du personnage qu'on aurait peut-être plus de mal à voir dans un vautour. Ou... Monsieur voilà, Burns. Ok. Monsieur Burns. Carrément, tellement. Et voilà, donc voilà, c'est beaucoup de personnages. Et à chaque fois, le choix de l'animal pour représenter ce personnage est assez bien réussi. Et du coup, je voulais lancer un débat. Allez, vas-y. Débattez. Quel animal seriez-vous si vous deviez être dans une bande dessinée Black Sad? Je serais clairement un aigle. Un renard. Ah, t'as fait tes Moi, nazis, toi. j'ai réfléchi à chacun d'entre vous. Donc toi, ok. Charlie, tu serais un aigle? Ah, un aigle nazi. Bien sûr. Un aigle nazi. Toi, un renard, sans surprise. Voilà. Je m'y attendais. Ouais, je pense que je serais un cochon. Un co- Je vais être honnête. Hein. Un ralouf. Un ralouf. Bah, une huître. Une huître avec Voilà. un... Lui, ça déjà, va il a être déjà le surnom. donc, Moi, Charlie, j'avais pensé à un panda, parce que tu es tout doux et tout mignon. Pedro, j'avais pensé à un morse ou un éléphant de mer. C'était tout doux et tout parce mignon. que t'as- Ah non, on doit aller se payer des merveilles, il mange parce les que t'as une huîtres. grande Ouais, je vais gueule. garder le cochon si tu veux bien, merci. Non, parce qu'il y a un morse à un moment, et Ouais, ça me faisait un ouais. peu penser à toi. Ouais, d'accord, ok. Non, mais alors, c'est pas très glorieux, Ouais. hein, tout ça. Mais ça peut être un animal qui peut être totalement détourné pour. Ouais. Ça peut être noble. Allez, Continue, fin de l'enregistrement. continue avec les autres, on va chercher pour toi. Angelo, bah, et je m'attendais à ce que tu dises un renard. J'avais plutôt pensé à une loutre ou un ornithorynque. Comme ça. What? Ah ouais, t'es Bon, vraiment un c'était enfoiré juste pour te jusqu'au faire bout. chier. Ah non, j'avais oublié. Mollusque, un albatros. Il y a un moment, j'avais pensé au flamant rose, mais vu qu'il y a déjà un personnage et qu'il est assez vicelard. Petite différence de Toi, un traitement. là, non albatros, parce que tu as l'air gracieux comme ça, mais Oh. dès que tu prends. Quand tu voles, tu es gracieux. Mais quand tu marches. Alors, tu te attends, toi t'es un morse et moi je suis un ornithorynque. Et t'es quoi toi Vas-y, raconte-nous. Et T'es quoi toi bah moi je suis un putain de lion quoi. Ouais, sa mère. Putain, c'est con. Non, en vrai je me verrais plutôt comme un lémurien. moi. Là, tu vas te faire la petite fouine, ouais, le petit, Alors, je le me verrais comme un petit lémurien. lémurien. Le murien, c'est la Mais voilà, clairement je n'ai clairement pas le talent de Guarnido pour trouver l'animal juste qui Ouais. ira sur le bon personnage. Je suis sûr qu'il n'aurait pas choisi ces animaux pour vous représenter. En tout cas, voilà, Black Sad, une série culte Ouais. qui s'étale sur très peu d'albums finalement, malgré ses 22 années écoulées. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Dans une interview, l'auteur parlait éventuellement de spin-off. Il disait qu'il n'était pas contre, mais qu'il n'y voyait aucun intérêt. Et c'est tant mieux. Il Très poursuit tranquillement sa route avec voilà, un album. Alors, le dernier album est une partie 1 pour la première fois. Oui. On a la partie 2 qui va paraître très prochainement. T'as pas de date? Il y a peut-être une date parce que la dernière fois que j'ai regardé, c'était toujours prochainement. Ah, fais chier. Et voilà, J'attendais qu'il soit c'était sorti en pour me prendre le 2021, il me semble, le dernier. D'accord. Et l'intégrale est toujours introuvable en France, quoi. C'est Ah bon? incroyable. Toujours introuvable? Je pensais Bon. qu'elle avait été. Elle a été rééditée en Espagne, mais pas en France, je crois. Je l'ai vu à la mystérieuse librairie à Nantes il y a pas si Ouais, moi longtemps. c'est pareil, il m'a parce qu'elle aurait été semblé, rééditée en France, il m'a ok. semblé l'avoir il y a vraiment pas si longtemps que ça. Parce que il y a encore un mois ou deux, je la cherchais encore, je n'arrivais pas à la trouver, quoi. Et bah, avant la publication de ce podcast, fonce là-bas avant que tout le monde se jette dessus. Ouais, je vais faire ça. Ouais, ouais. Si, Parce que c'est si un le très, dernier très tome bel est objet. parti, ce sera de la faute de Mollusque. Mais voilà, Black Sad, ce n'est pas que des bandes dessinées. C'est aussi un jeu vidéo. Malheureusement, c'est autre chose. C'est... Ah merde. Alors, j'ai dit malheureusement. En fait, je n'en sais rien. J'ai pas voulu aller voir ailleurs parce que pour moi, Black Sad, ça restera une bande dessinée. Il y a aussi une fiction audio. Ah, audio. Voilà, pourquoi pas. Mais pour moi, sans les images, Bah, tu voilà. perds Parce que, ok, l'anthropomorphisme. les histoires sont sympas, qu'il mais meule. C'est trop chiant. ce serait tellement un échec d'adaptation. Ça fait quoi un albatros déjà? Attendez, il y a le mec qui pète là. Fais le morse, là. le bordel. Apparemment, c'est pas trop mal. Non, c'est pas vrai, ouf. si. C'est pas ouf. C'est également un jeu vidéo
Mais là aussi, j'ai pas envie d'y aller parce Mais que je j'ai crois vu qu'il est- les images. Je crois qu'il est pas si mal que ça. Non, hein. il y a un autre jeu qui s'en ressemble inspire beaucoup à par un Black Sad. studio de Vancouver avec un c'est- raton laveur. Avec un raton Ah, laveur. je vais s'ils pas s'en retrouver le nom. inspirent et que voilà, derrière ils ont une patte graphique, tout ça. Ah pourquoi bah pas. c'est vraiment inspiré Ouais. Black Sad. de ouf. Parce que là, alors, je sais pas le si jeu c'est Black Sad, il est. Je l'ai pas joué, j'y ai pas joué, j'ai vu les images, j'ai fait non, c'est pas possible, c'est moche. c'est sur quelle plateforme? Ok. Bah, je On sais- saute partout. Cross-platform. c'est pas- Partout. ouais, c'est pas- Mais je l'ai commencé, alors j'ai plus le nom par contre, mais du Putain. coup celui où tu joues un raton laveur anthropomorphe. On parle il du est, même. Il est très bien quoi. Mais j'arrive pas à retrouver le putain de Gardien nom. de la Ça se passe à galaxie. Vancouver, c'est faire un studio de Vancouver. Gardien de la galaxie. Mais c'est Et il y tellement a- Black Sad, il a un impair à cravate, c'est un raton laveur. C'est un détective aussi. C'est pas- c'est C'est un polar, détective, c'est noir, ouais. ouais, carrément. Bah du coup, ça m'intéresse. Et c'est Ça du m'intéresse. rétro, Faut- c'est du faut- pixel art, c'est très beau. C'est voilà. Bah pourquoi pas. Et bah du coup voilà, c'est peut-être pour ça que c'est moche Black Sad, c'est qu'il y avait peut-être pas assez de budget pour faire un truc joli. Peut-être. C'est de la 3D, pas Jojo. C'est enfin, une- Parce que voilà, Black Sad, c'est des belles aquarelles. Et C'est je très pense beau. que maintenant, on aurait les moyens techniques de faire des jeux avec un effet aquarelle Mhm. qui serait joli. Mais Ou en style roman graphique, pourquoi pas. Ouais, ou sinon, tout simplement. Ça, ou tu peux t'orienter vers un truc beaucoup plus simple aussi, enfin le pixel art. Il y a Voilà, The Wolf carrément. Among Us aussi qui ressemblait un peu à ça. Ouais, il y aurait eu moyen de faire un C'était truc. par le truc- défunt bah, studio des- Telltale Ouais, qui a fait était ça. en solde il y a pas longtemps d'ailleurs. Et tu jouais un lion anthropomorphe qui menait les enquêtes. Alors il était très Ah, violent oui, par exact. contre, c'était pas dans le même registre. Mais, Bah après, il y Black avait un Sad, peu on l'idée. est quand même sur de la violence. D'ailleurs, dès le premier tome, on est sur, sur une femme fatale qui est assassinée. Enfin voilà, il y a Oui, c'est vrai. des histoires Mm. assez sombres. Cette femme dont Black Sad était amoureux, c'est pour ça qu'il est Oui. complètement déprimé, etc. Et donc, pour finir, c'est également un jeu de rôle plateau. Que je n'ai pas testé non plus. Je suis allé voir un petit peu à quoi ça ressemblait et pour le coup ça a l'air pas mal. Alors du coup bah voilà. Quel genre Cluedo un peu Type Cluedo peut-être. Hein. Ouais voilà c'est des jeux d'enquête mais sauf que t'as plein de personnages en fait. Et, cool. Ça a l'air sympa à D'accord. tester. C'est sympa, ça. Bien, Voilà, c'est tout pour merci ouais parce que Merci, gros cœur pour Black Sad. Enfin moi l'intégrale que vous m'aviez offert il y a maintenant moult Quelques années, c'est un très bel objet et c'est probablement tu vois en me faisant réflexion en t'écoutant je pense que c'est une de mes plus belles BD clairement. Enfin c'est Puis en vraiment... plus dans l'intégrale à la fin t'as des planches Ouais. de Oui, d'essais, en plus, ouais, carrément. Mais c'est et vraiment c'est- une des plus belles BD en termes esthétiques. Enfin, c'est incroyablement beau. C'est le mouvement, comme tu as tout dit, hein, le mouvement, la rythmique. En tout le cas, trait, et enfin, et c'est d'ailleurs, très, justement, très, très beau, le les côté aquarelles. des animaux qui parlent, enfin, anthropomorphe, moi c'est le genre de truc, à la base, ça m'aurait Un freiné. petit en fait. décalé, ouais, un petit Donc, décalage. je veux dire. si vous aussi qui écoutez, ça peut vous freiner, Mais non, c'est très adulte. lisez Ouais. au moins le premier tome. Et Typiquement, moi, ça devrait, c'est ce qui m'a toujours freiné. bah, je comprends, moi Et- c'est un truc qui me Et tu rebutait. vois, là j'ai parlé du fait esthétique, mais il y a beaucoup plus que ça dans Black Sad, comme tu as dit. Hein. Enfin, l'univers des années 40-50, les États-Unis, la ségrégation. Enfin, c'est ouf, c'est très bien écrit, c'est très bien rythmé. Enfin, c'est foncé. C'est pour ça qu'ils prennent le temps à sortir leurs Ouais. albums parce que ça, Exactement. derrière c'est Bah, tant des mieux. pépites. Et j'ai deux questions. Est-ce que on a encore le temps ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Du coup, je voulais savoir sur l'anthropomorphisme, tu sais comment ils ont bossé, s'ils ont un peu étudié les animaux qu'ils adaptaient ou... En fait, c'est direct, c'est le dessinateur qui avait déjà. En fait, il était passionné de ça direct chez Disney. Il a aussi animé une panthère dans Tarzan. Il était spécialisé. Enfin, en fait, c'était son kiff en fait. Et un Ouais, jour, ok. il a rencontré le scénariste. C'est le scénariste d'ailleurs qui avait déjà une histoire d'animaux anthropomorphes. Il avait, alors lui à la base, il bossait sur un truc en noir et blanc. C'était c'était vraiment très sombre. Les dessins, c'était son truc, c'était pas forcément foufou. Et en fait, ils ont échangé tous les deux et c'est en mélangeant ces deux univers que ça a fait pondre un truc. Il fallait que ce soit des animaux parce que pour eux, c'était une évidence là-dedans. Ok. Il y a le fait qu'il était, quand il était recruté chez Disney, j'avais lu quelques trucs, mais très très observateur, très calé sur les animaux en fait, déjà sur la restitution en dessin, les expressions, tout ça, les humaniser. Et ma deuxième question, c'était sur l'album musical là, dont tu parlais, c'est quoi? C'est des playlists qu'ils ont assemblées ou c'est des morceaux qui ont été composés exprès? Je n'en ai aucune idée parce que je n'ai pas écouté. Ah, En fait, j'ai découvert, je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas fait attention aux premières pages. Et c'est plus tard, en fait, en refeuilletant le truc, que j'ai réalisé le truc. Parce qu'en fait, au début, souvent, t'as les paroles qui sont écrites. Et moi, je lisais les paroles et je suis pas allé, j'ai pas eu la curiosité à ce moment-là d'aller taper les paroles pour retrouver la chanson.
Et c'est que après coup que je me suis rendu compte que j'aurais pu avoir toute la Ok. playlist dès le début. Je posais la question parce qu'en fait, la démarche, je la trouve intéressante et souvent, quand je me cale un bouquin, j'essaie de trouver une playlist qui colle là, un pour petit le peu à coup, l'ambiance ouais, du cet bouquin. album-là, il faut y faire aller. avec. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je pourrais Et kiffer. même sur la musique, moi j'ai adoré l'album, Ouais. donc je pense que je le relirai avec la playlist. Les refs jazz, elles sont ouf. Enfin, non. Faut y aller. Ok. Merci beaucoup, Pépé. Mais de rien. Merci bien. Si. On va passer au suivant. Je lui mets son jingle, après on va avancer. Echo starters across the room, trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to mirror, resonating a mask of fear. Du coup, ça va être Pedro. Alors, je te laisse dire le nom parce que vu qu'il y a 3 noms différents selon où on est. Alors, non, on va l'appeler Braun. Braun, Broen, ça dépend si on est suédois ou danois. Okay. Puisque je vais vous parler de cette série qui est Braun et d'un genre en particulier que j'ai osé mentionner à la fin de ton introduction, Angelo, donc un sous-genre plutôt, qui est le suédois noir, le scandinoir. Alors ça s'appelle une ethnie au pire, mais c'est un peu violent par contre. Non, mais c'est ce que les Anglais traduisent par suédois noir, scandinoir, voilà, ou nordique noir. Et qui est apparu, je vous expliquerai ça dans quelques instants, pas très tard. Mais c'est aussi l'histoire de ma rencontre avec ce genre que je voulais vous narrer, puisqu'il y a environ 5 ans, un petit peu plus que ça maintenant, j'étais invité par ma cousine irlandaise à son mariage, donc à côté de Belfast. Et je me rendis donc au fameux mariage. Et la journée, j'allais visiter Belfast, ville gorgée d'histoire, super sympa. Le soir, je m'envoyais des seaux de whisky coupés à la flotte sous le regard réprobateur de ma tante avec mon oncle Tom en écoutant des enregistrements complètement dingues. Parce que mon oncle Tom, c'est un espèce d'Akinator du rock indé et de la musique anglaise en règle générale, et qu'il est fort bien équipé en termes de matériel, donc on prenait un malin plaisir à s'asseoir dans son fauteuil. T'aurais adoré ça, Mollusque. Ouais, on s'asseyait dans le fauteuil club comme ça et on écoutait des... Bah, bref, c'était super. Et donc, on goûtait, on mangeait la nourriture locale, tout ça c'était sympa. Et un soir, en allant me coucher, je tombe sur ma tante qui est confortablement installée dans le fond de son fauteuil club, qui est devant un truc qui a l'air méga cool. À l'image, c'est hyper froid, hyper tendu. Je sens qu'il y a une grosse tension dans la pièce, personne ne parle, mon oncle est au fond de la pièce, il dit rien. C'est le moment où il faut rien dire. Et ma tante m'explique qu'elle est devant Braun. Et en fait, moi, si tu veux, je suis pas une flèche en anglais. Et d'ailleurs, c'était pas le cas à l'époque, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Mais je suis quand même pas si mauvais et je capte environ 75-80% de ce que j'entends. Et ça me plaît vraiment. C'est assez caustique, ciselé. Voilà, ça m'intéresse tout de suite. Puis je vais me coucher, paf, le mariage, blablabla, terminé, je rentre en France, hop, voilà. Quelques mois plus tard, donc, revenu en terre bretonne, voilà, excusez-moi, j'ai... Nolwenn Leroy, Trial, voilà, tout ça. Manu. J'allais dire en civilisation bretonne, mais bon, finalement. J'allume ma télé et ayant succombé quelques mois auparavant à l'appel du football et du capitalisme, en prenant un abonnement MyCanal pour suivre le championnat, je me décide à faire un tour sur les séries proposées par la plateforme. Et donc, au détour d'une recherche dans le genre policier / polar, / crime, pardon, j'avais oublié de rajouter, pareil, je hein, tombe sur un truc qui s'appelle The Bridge ou Braun ou The Bridge Braun, bref, vous allez comprendre plus tard pourquoi, c'est un peu compliqué cette histoire de nom. Après une courte recherche, je me rends compte que c'est bien le nom international, plus ou moins, de la série plébiscitée par ma tante, et donc je me souviens de la hype de l'époque, et je me dis, ah, vas-y, je la lance. Voilà. Et grand bien m'en a fait. Car je ne savais pas encore, mais j'entamais l'une de mes séries préférées, fondatrice de mon nouveau goût pour le noir nordique. J'étais complètement passé à côté du phénomène Millennium, qui a eu lieu quelques années plus tôt. Et j'ai pris cette série un peu comme un gros uppercut. C'est assez loin des clichés policières françaises ou américaines qu'on connaît. C'est assez loin de certaines facilités scénaristiques aussi, souvent dans les séries américaines, quand on tape pas vraiment dans le lourd. Et puis c'est vraiment pas stéréotypé, quoi.
C'était assez captivant, c'était assez dérangeant. Et finalement, je découvrirai plus tard que c'était parce que c'était vraiment les marques du genre qui étaient vraiment très présentes dans la série. Et le genre, eh bien, parlons-en. Donc, d'après des professeurs danois et suédois d'histoire des médias, dont Gunhild Hager, l'expression nordique noir ou scandinoir est née au Scandinavian Department of University College of London, UCL, par la création d'un blog et d'un club de lecture nordique noir en 2010. Oui, c'est quand même relativement récent. C'est vraiment de la niche. C'est de la très niche. J'y viens. L'appellation a ensuite été reprise par la presse critique au Royaume-Uni et réutilisée dans un documentaire de la BBC en 2010 intitulé Nordique Noir. The Story of a Scandinavian Crime Fiction. Enfin, le distributeur britannique Arrows Film a déposé le site web nordiquenoir.tv, sur lequel on trouve notamment les 3 premières séries nordiques noires distribuées par l'entreprise au Royaume-Uni, qui sont The Killing, Borgen et The Bridge. Et, voilà, là déjà, on a un tout petit point à éclaircir, c'est que en fait la présence de Borgen dans cette petite liste est problématique, parce qu'en fait il s'agit plus d'une série politique que policière. Ce qui a fait dire d'ailleurs à plusieurs universitaires scandinaves qu'il s'agissait plutôt d'une appellation fourre-tout marketing qu'un véritable recueil du genre policier des pays scandinaves. Mais, peu importe, puisque la série dont je vous parle ce soir est, elle, une véritable série policière et reprend les 3 grands codes du genre qui ont été établis, à savoir l'accent mis sur une équipe d'enquêteurs, d'enquêtrices, le mélange de préoccupations professionnelles et personnelles au sein de cette équipe, et enfin, la critique de la société scandinave contemporaine, sous-tendue par une incompréhension du personnage principal en constant décalage avec son entourage ou son époque ou son métier. Voilà. Et Bron, donc Broen en danois, ou Le Pont au Québec, ou encore The Bridge à l'international, c'est une série télévisée donc suédo-danoise de 38 épisodes, de 58 minutes, créée par Hans Rosenfeld et diffusé entre septembre 2011 et février 2018 en Suède et au Danemark. Et devant le succès de la première saison, en fait ça a duré 7 ans, mais il y a 4 saisons, donc après la diffusion de la première saison, ça a tellement cartonné que les 3 autres ont été commandés aussitôt. En France, la série a été diffusée à partir de janvier 2014 sur Canal+ Série. Ok. Je vous pitch la saison 1 parce que c'est celle qui nous intéresse. Les autres, après, sont très intéressantes. Si jamais ça vous branche, vous irez voir la série. Mais vraiment, c'est la première qui est une petite masterclass, en fait. Le pitch, c'est au milieu du pont reliant Copenhague au Danemark, avec Malmö en Suède, un corps est déposé à la frontière délimitant les 2 pays. Martin Rod et Saga Noren sont alors forcés de travailler ensemble pour arrêter le responsable qui ne fait que commencer son spectacle destiné à réveiller les habitants des 2 pays. Donc, je sais pas si vous voyez le délire, vous imaginez un petit peu le truc, il est posé pile sur la frontière, le corps. Oui. Donc, t'as toute une partie du corps en Suède, toute une partie au Danemark. Du coup, ça a été refait. Et ça a Parce que été depuis refait, tout à l'heure, j'y j'y pense à cette série voilà. tonale franco-anglaise. J'y viens tout à l'heure, mais Ok. oui. Tout à... Donc ça, dis-toi bien que c'est la première, l'originale 2011. Ok. Donc vous voyez, le pitch est pas spécialement compliqué, mais on entrevoit tout de suite les possibilités quand même énormes pour une série ou une mini-série au départ. De conflit entre les 2 enquêteurs déjà. Alors par exemple, et puis la coopération internationale, mais même, alors d'ailleurs je fais tout de suite une aparté parce que je suis pas sûr d'y revenir plus tard, même au sein du tournage, elle est d'abord créditée suédoise, la série. Je crois que c'est les Suédois qui ont pris la plus grande part dans la réalisation. On a beaucoup Malmö en toile de fond, j'y viendrai plus tard. Et en fait, ils expliquaient que même ça a été compliqué de tourner sur 2 pays systématiquement, avec des acteurs. En plus, ils ont respecté le truc. Il y a des acteurs suédois, des acteurs danois. Déjà, rien que là, ça a été compliqué. Donc, ils ont réussi... il fallait le faire transparaître dans la série, mais de toute façon, même en vrai, c'était compliqué. Bref. La série cherche pas vraiment à aller d'un point A à un point B de façon prévisible, ça vous l'aurez compris. Et donc il y a tout un tas de ramifications dans l'histoire qui permettent de rendre la narration beaucoup plus intéressante, beaucoup plus vivante. Ce qui est intéressant et très agréable dans Bron, en fait, c'est que on cherche réellement à nous plonger dans l'univers de la série. Ça passe énormément par la réalisation, évidemment, l'univers sonore également.
Mais en termes de réalisation, c'est vraiment très sobre, c'est proche de tout ce que les Suédois et les Danois font de plus terne et de plus brut. Couleur froide, tout Ouais, le bordel. et c'est glacial. Ça donne l'impression que la série est presque sur la folie, en fait, ou beaucoup plus folle, en tout cas, que ce qu'on pourrait croire. Et puis, tout ce qu'elle tente d'entreprendre a forcément un jour plus ou moins des conséquences, en fait. Dans la série, on a l'impression que systématiquement, tout ce qu'on voit à l'écran va nous entraîner plus tard à quelque chose de dramatique. On a une impression constante d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, alors que finalement, on avance sans qu'il se passe non plus de grosses révolutions, quoi. Mais il y a ce sentiment que tu vas vraiment te retrouver avec un truc sur le coin de la gueule à un moment donné. Peut-être qu'on a été marqué un peu par des Seven ou des choses comme ça. Oui, il y a un truc un peu oppressant dans ce que tu décris. Mais exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en la regardant. Et c'est d'autant plus vrai dans la première saison. Et bon, je pense que c'est aussi la série est aussi beaucoup portée par autre chose. Autre chose qu'on pourrait appeler Saga Noren Landskrim Malmo. Donc ça, c'est à chaque fois que l'héroïne de Bron, en fait, décline son identité et son statut dans la police de la métropole suédoise, bah, elle est toujours à contretemps, en fait. Elle chope des mecs qui, en fait, sont en train de sortir du coma, ou bien de l'enterrement d'un proche, par exemple, comme s'il sortait de la boulangerie du coin. Et on comprend assez vite qu'en fait, elle a ce qu'on pourrait apparenter à un léger trouble autistique, probablement en fait un syndrome d'Asperger. Ouais, le manque d'empathie, le manque de compréhension des sentiments des autres à ce moment-là. Totalement, et d'une froideur assez dingue. Donc ça rajoute et vraiment, le côté décalé, mais quand même d'une extrême logique et d'une extrême rigueur. Et en fait, l'actrice le dit, en fait, j'ai récupéré une de ses interviews, elle a eu du mal à appréhender le personnage. Elle dit je suis gouverné par mes émotions, je fonctionne par cercle, alors que Saga est si carré. Si on scannait mon cerveau aujourd'hui, on pourrait dire que la folie m'a affecté. Elle a vraiment... Elle a pris de plein fouet le rôle du personnage. Mais, alors on pourrait s'imaginer que c'est exagéré, mais je vous invite à regarder la série. Le personnage est vraiment dérangeant. Il habite la série. Et ouais, la performance est dingue. En plus, je vais vous révéler quelques petites anecdotes après. Donc c'est quoi? C'est que le personnage est uniquement motivé par la recherche de vérité, peu importe ce qu'il en coûte, et de faire mal à les gens sans s'en rendre compte. Il y a complètement de ça, oui, tout à fait. Et ça rejoint tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que finalement, le but ultime, c'est le but de vérité, quitte à rendre soi-même noir les choses autour de soi. Après, peu importe, c'est pas voulu non plus. Tu sens que c'est pas parce qu'elle veut... Non, c'est pour ça que je disais malgré elle, mais... ouais, malgré elle, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose quand même d'assez dérangeant. Là, je vous ai pitché la première série, et puis le personnage joué par Kim Bodnia, qui est juste magnétique. Donc Martin Rod, le policier danois, et lui, quant à lui, beaucoup plus rond. Il agit un peu comme une forme de bonbon, de nounours, en fait, au sein de l'équipe. Et alors, pour la première saison, on y vient gentiment, mais après, tout au long de la série, Martin Rod la quittera à la fin de la saison 2, et il sera remplacé pour des histoires de cachet principalement, et parce qu'il tourne beaucoup moins dans la saison 3. En fait, lui, qui est un personnage assez pur, vie de famille et compagnie, va tendre vers un enfer assez dingue. Et quand elle, qui est un personnage très froid, très cartésien, très dérangé presque, faut le dire, bien que peut-être malade, mais ça n'est jamais mentionné dans la série, on ne fait que l'imaginer, et ben en fait, elle va tendre à un peu plus d'humanité au fil des saisons. Ça, c'est assez intéressant. Mais bon, voilà. Moi, c'est la première saison qui m'intéresse le plus, parce qu'après, vous l'aurez compris, ils ont étiré le truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une histoire de... c'est au milieu du lac. Ah, c'est au milieu du lac ou au milieu de la rivière. Ah bon, c'est entre les deux pays aussi. Bon, on rappelle les mêmes. Bon, voilà. Si tu veux, il y a un prétexte au départ qui fonctionne assez mal chez moi, même si, une fois qu'on est embarqué, on est très heureux de les retrouver, que la psychologie des personnages est extrêmement sympathique. C'est vraiment la question que j'allais te poser. Comment ils refont pour faire une nouvelle saison et une nouvelle enquête, quoi. Voilà, ils rattaquent sur ce genre de truc, ou alors le retour d'un vieil ennemi, ou alors un mec qui a passé la frontière, qui a fait des crimes d'un bord et de l'autre. Voilà, t'imagines toutes les... Il y a toujours la possibilité de se raccrocher aux branches. Variation d'un même thème. Voilà. Ouais. Et donc, bon, ça c'était pour vous parler de la série, mais je vous invite à aller la voir. J'ai pas spécialement envie de rentrer plus dans le détail. C'est une enquête en fait, tout simplement. Je vous ai donné le pitch de départ. On verra qu'il y a un aspect un peu... oui, on tend vers du Seven parfois. Bon, et moi, ça fait partie de mes films favoris, donc
J'adore Fincher, j'adore ce qu'il produit. Et là, on a cette inspiration un petit peu. Donc forcément, je ne peux que le plébisciter. Je vous invite à aller la regarder. J'ai quelques fun facts pour terminer. La comédienne Sophia Hellin a révélé que Saga Norén devait se faire tuer dans l'épisode 9 de la première saison, mais que les producteurs, en fait, en voyant leur boulot, ont dit « Oh là, non, il pourrait servir la petite. Monnaie. Dans l'épisode 3 de la saison 1, il y a un journaliste qui interviewe Daniel, qui est un personnage récurrent de la série, pour l'émission Rapport, et donc c'est Claes Ellsberg. Et en fait, il joue son propre rôle. L'émission Rapport est une émission historique en Suède, donc pour nous, c'est pas très marquant, et on s'en tape. Mais en Suède, ils sont super contents de le savoir. Le créateur de Bron, Hans Rosenfeld, n'a jamais voulu nommer ce dont souffre Saga, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pendant la pré-production, pour ne pas que les membres du casting se fassent des idées préconçues, en fait, il voulait que chaque personne réagisse de façon personnelle. Il a juste expliqué à Sophia Hellin quels étaient les comportements qu'il voulait voir chez Saga à l'écran. Les cicatrices sur le visage de Sophia Hellin, qui sont assez marquées et assez présentes dans la série, sont tout à fait vraies. Elle a eu un grave accident de vélo à l'âge de 24 ans. Ah merde. La série a été vendue dans plus de 170 pays et a eu pour l'instant 5 adaptations. Dans la franco-anglaise que je connais, Tunnel. Voilà, mais j'y viens juste après. Arrête de spoiler, toi. Oui, mais en même temps, il annonce, là. Le pont de Loresund qui relie la Suède au Danemark fait presque 8 km de long. Et oui, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, alors il faut le mentionner quand même. C'est un personnage important, le pont de la série. Et en fait, il est agrémenté d'une île artificielle qui se finit par un tunnel souterrain du côté danois. Son nom officiel est Øresundsbron du côté suédois et Øresundsbroen du côté danois. Le truc que Saga se met souvent dans la bouche, c'est du snus, une poudre de tabac humide qui se place entre la gencive et la lèvre. C'est un produit très populaire en Suède et en Norvège et sa consommation a complètement explosé après les restrictions sur la cigarette dans les lieux publics. Et maintenant, pour faire plaisir à mon cher Charlie, j'avais oublié de le mentionner dans ma chronique, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. En fait, quand t'en parlais et tout, j'étais là. Ah bah à la fin, faut que je parle de tunnel et tout. Et après, tu fais. Oula, attends, il y a beaucoup trop de liens. Parce que... Alors, soit elles sont en projet, soit elles ont été réalisées. Je crois qu'il y a même un peu plus de 5 maintenant. Je pense que j'ai erroné ma chronique. Il y a une version américaine qui est sortie en 2013 qui s'appelle The Bridge. Il y a la version franco-britannique. C'est à San Francisco. Ils sont entre San Francisco et San Francisco. C'est entre les États-Unis et le Mexique. Une version franco-britannique qui s'appelle Tunnel. Voilà. Donc, Tunnel sous la Manche. Tunnel sous la Manche, voilà. Une version estonienne-russe, The Bridge. Voilà, entre donc la Russie et l'Estonie, hein, vous l'aurez compris, un pont entre les deux. La version malaiso-singapourienne. Donc ça c'est 2018 qui s'appelle The Bridge aussi entre Malaisie et Singapour. Une version austro-allemande qui est arrivée en 2019. Ils ont des ponts entre les deux. Bah écoute, probablement sur la chaîne allemande Sky. Sous une montagne, oui. Ouais, peut-être, je sais pas, qui se déroule en Allemagne et donc en Autriche. Ouais, et non, j'ai pas plus de références que ça. Et voilà. Par contre, ce qui était impressionnant, c'est que moi j'ai vu là du coup la série Tunnel franco-anglaise qui est vraiment une série, c'est une mini-série, c'est que la première saison du coup, enfin pour correspondre à The Bridge. Et par contre, ils ont vraiment pris exactement la même chose. C'est-à-dire, la meuf, elle est pareille. Le mec, il a sa petite famille, il est gentil. Mais c'est un peu compliqué, mais ça va. C'est plutôt le nounours. Enfin, voilà, c'est vraiment la même chose, quoi. Ouais, mais ils apparemment... Alors, moi, je les ai pas vus, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu lire, les adaptations sont relativement fidèles. Mais la plupart des gens qui ont tout vu disent que même si c'est très cohérent, c'est plus intéressant de voir la première saison. Ou voir la version américaine serait meilleure quand même que la franco-britannique. En fait, ce qui fait chier, c'est qu'une franco-britannique, elle sert à rien quand tu sais qu'il y a une suédo-danoise, quoi, pour le coup. Je savais pas qu'il y avait ça dans ce sens-là, mais du coup... Maintenant que tu le sais, tu peux aller vérifier par toi-même. Ouais. J'espère que je vous ai donné envie de la voir, c'est très agréable. À partir de ça aussi, quoi. Non, franchement, vu tout ce qu'il a raconté, ça a l'air d'être vraiment au poil près la même chose. Ok, d'accord. Ça a l'air vraiment... très proche. Et sur l'évolution du personnage là dont tu parlais, oui. En fait tu disais qu'elle se lissait au fur et à mesure, mais du coup elle devient un peu inintéressante. Alors non, pas du tout, on n'en est pas à ce point là non plus, mais on passe de quelqu'un qui est parfaitement imbuvable et un peu plus humaine, quoi, à quelqu'un qui va finir par réussir à te dire bonjour et faire l'effort d'essayer de te demander, même si c'est à contresens, tu veux prendre un café à la fin de la saison 2 ou le début de la 3, quoi, tu vois, c'est pas non plus... on lui amène une touche de temps en temps pour lui faire comprendre que finalement rien n'est acquis, qu'elle peut évoluer. Déjà ça, et puis que à
dans un monde brutal, mais entourée des bonnes personnes, elle peut bien tourner. Ouais, et puis je crois qu'elle se rend compte qu'elle fait du mal aux gens, en fait, tout simplement, au fur et à mesure des enquêtes qu'on vit avec elle, parce que elle est coupante, glaçante, et ce qui fait qu'en fait, déjà d'une, elle est très seule, et deuxièmement, elle se rend compte que les gens qui font attention à elle et essaient de la protéger un petit peu, finissent quand même par se prendre son caractère dans la tronche. Mais encore une fois, son caractère, est-ce que c'est maladif ou pas? Est-ce que voilà. C'est peut-être en lien avec la production. Je veux dire, un personnage comme ça, c'est compliqué pour le spectateur de s'y attacher. Au bout d'un moment, je veux dire, si elle rejette toute forme d'interaction sociale, je me suis posé cette question-là aussi. Faut peut-être un peu l'humaniser un moment. Alors je sais pas s'il y a la même chose, mais derrière. dans la version franco-britannique, tu vois bien quand même qu'elle a des aventures sexuelles et tout, même si c'est un peu, mais tu vois qu'elle a quand même des liens avec des gens, quoi. Je pense que c'est plus ou moins la même chose, parce que j'ai l'impression que c'est, comme j'ai dit, poil, exactement la même. Et est-ce que ça fait partie un petit peu du style aussi scandinanoir ou je sais pas comment ça s'appelle ça. Scandinois. Je n'y arrive pas, je suis désolé, je n'y arrive pas. Est-ce que ça fait partie du style d'avoir un personnage tout le temps qui est un petit peu tordu comme ça, et où on a du mal à s'identifier, mais petit à petit. Alors, en fait, je pense, moi, ma seule référence, c'est Millennium, où tu as ce personnage de Lisbeth Salander qui, voilà, en fait, au tout début, elle est totalement antipathique, tu te dis qu'elle est tordue. Et en fait, le truc, c'est pas le personnage qui veut évoluer, c'est que petit à petit, on va te donner plus de billes pour la comprendre. Tu vas savoir ce qu'elle a vécu et pourquoi elle est comme ça. Et elle devient plus humaine parce que tu apprends à la connaître. Il y a la réalisation qui veut ça aussi, oui, bien sûr. Et je vois de quoi tu parles, mais non, c'est quand même un archétype qui revient assez régulièrement. Le personnage a toujours des cabosses, quoi. Alors là, c'est poussé à l'extrême parce que ça répond au code. On est quasiment sur. Clairement, tous les sites internet qui parlent de la série te le disent. On est sur. Les gens disent qu'on est plutôt sur quelque chose autour de l'Asperger, voilà. Il faut que le personnage soit cabossé. C'est pas avec mon expérience dans le milieu médical que je t'aurais dit quoi que ce soit. J'en sais rien. C'était juste très dérangeant en tout cas. Et tu sens que c'est clinique. Enfin, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Et puis j'en ai vu 2 autres récemment, séries vraiment pour parler d'elles, vraiment dans le même esprit, des mini-séries qu'on retrouve sur Netflix. Les personnages féminins, c'est pareil, sont deux. Il y a à chaque fois un personnage féminin assez fort. Et il y a la femme qui a perdu son mari d'un truc atroce et qui est très marquée. Il y a toujours quelque chose, si tu veux, quand même, qui est traîné et qui est utilisé à la réalisation pour découvrir les personnages par ce prisme. Et nous les rendre de finalement assez froid ou antipathique à un peu plus sympathique, attachant. Voilà. Ok. Bah merci beaucoup. Mais de rien du tout. Merci Pedro. Alors du coup, j'ai pas retenu le nom. Brown. Sur My Canal. The Bridge. Du coup, pour finir, la 4e œuvre, ça va être Mollusque. Il va peut-être nous expliquer pourquoi je lui ai mis ce jingle après. Hey, do you know about the USA? Do you know about the government? Can you tell me about the Constitution? Hey, learn about the USA. Ça change l'ambiance, c'est cool. Un peu de cher Mollusque. Je pense que l'ambiance va pas être la même que le livre. Honnêtement, je m'attendais à un truc plus effrayant que ça, mais non, c'est bon. Ça va, ça colle en plus, quoi. Donc oui, aujourd'hui, je voulais vous parler d'Artère souterraine qui a été écrit par Warren Ellis en 2007, j'allais dire 2017. Et il se trouve que c'est un roman qui est un peu difficile à classer, donc il est classé dans les thrillers, fiction, mystère, hard-boiled, fiction transgressive et humour. Warren Ellis. Je viens de comprendre tout. Ok. Oui, bah oui. Tu vois. Mais avant ça, du coup, je vais vous présenter rapidement qui est Warren Ellis. Allez. Est-ce que l'un de vous sait qui est Warren Ellis? Bah oui, mais du coup, c'est de la triche. Non, mais du coup, Warren Ellis, c'est un scénariste, alors que pour moi on ne présente plus, mais peut-être que certains ne le connaissent pas. Il a notamment travaillé sur du Batman, du Hellblazer, donc pour ceux qui connaissent plus les films, c'est Constantine, The Authority, Red, Iron Man, et plus récemment sur l'adaptation Netflix en animé de Castlevania, qui est un super animé d'ailleurs. Alors, par honnêteté intellectuelle, je précise qu'il a été écarté de ce dernier projet suite à des accusations de comportement déplacé. Donc,
Si vous voulez vous renseigner sur le personnage avant de consommer ses œuvres, allez-y, c'est le moment. Je ferme la parenthèse. Voilà, mais pour moi, il est principalement connu pour l'excellent Transmétropolitan. On est d'accord. C'est validé. Une série de comics dans laquelle on suit Spider Jérusalem, un journaliste gonzo. Donc le gonzo, c'est un mouvement du journalisme qui est plus transgressif que celui qu'on peut voir habituellement. Donc un journaliste gonzo drogué et complètement barré, évoluant dans un monde cyberpunk qui l'est tout autant. Pour l'exemple, l'une des scènes les plus mémorables du tome 1 pour moi est celle où il tire sur le vice-président des États-Unis avec son arme préférée. Oui. Putain, j'ai marqué la page dans le tome si vous voulez vous le passer. L'agitateur d'intestin, disposant des réglages chiasse, liquide et prolapsus. Donc Warren Ellis. Bon petit prolapsus à l'ancienne. Ouais, mais voilà. C'est trop cool comme arme. Vous pouvez vous passer le tome avec. J'ai marqué la page avec un bout de papier si vous voulez. Donc Warren Ellis, c'est un auteur qui s'adresse aux amoureux de l'absurde et du trash, mais pas que. Et je vais essayer de vous l'expliquer dans la chronique qui va venir. Donc maintenant que les présentations avec l'auteur sont faites, il est temps de vous présenter son premier roman, qui est Artère souterraine. Allez, vas-y, parle-nous d'Artère souterraine. Alors, c'est un roman qui nous narre l'histoire du point de vue de Mike McGill, un détective privé raté, démissionnaire et poissard au possible. On peut mentionner par exemple que sa copine l'a quitté pour, je cite, une gouine transsexuelle avec des implants capillaires sur la poitrine. C'est très transmétropolitain. Ouais, il y a un peu ce délire là quoi. Et Mike se voit un jour confié par le gouvernement des États-Unis la lourde tâche de retrouver la seconde constitution des États-Unis, dont la reliure est faite avec la peau d'une entité extraterrestre qui aurait inspecté le cul de Benjamin Franklin pendant 6 nuits à Paris. D'où la Constitution, c'est ça de qu'on parlait. La Constitution. J'adore. Exactement. Voilà. Le livre a été égaré pour les années 50 et circule depuis de main en main, servant de monnaie d'échange aux pires détraqués. Alors vous me demanderez, mais pourquoi avoir confié cette enquête de la plus haute importance à un pied nickelé ? Eh bien, tout simplement parce que les institutions gouvernementales ont déjà échoué à la tâche. Et quand la compétence ne suffit pas, il est temps de faire appel à un gros loser. Un état de fait que l'effrayant et toxicomane chef de cabinet de la Maison-Blanche, venu confier la mission à Mike en personne, formulera de la façon suivante. Nous avons besoin d'un balai à chiottes humain qui n'a pas peur de plonger dans la cuvette qu'est l'Amérique. Nous n'avons que faire d'un homme qui se contenterait de ramper sur la lunette et exigerait qu'on tire la chasse ou qu'on ajoute un bloc de canard WC. Et c'est bien ça la promesse que nous fait Artère souterraine. Faire traverser au lecteur les méandres d'une Amérique underground au travers d'une enquête complètement barrée. Et c'est donc avec une avance d'1,5 million de dollars et d'un ordinateur de poche flambant neuf, on pourrait dire un smartphone, mais le roman a été écrit en 2007, que Mike et son assistante improvisée et Love Interest, Trix, qu'il aura entre-temps rencontré dans une soirée Godzilla Bukake, partent sur les routes, entre autres de l'Ohio, du Texas, du Nevada, et il y a encore un paquet d'autres états dans lesquels ils vont. Il y a trop d'infos. Ouais, mais... Le Godzilla Bukake, le machin... Waouh, j'en prends tellement dans la tête. Donc, ils partent sur les routes des États-Unis, rencontrer des personnages tous plus barrés les uns que les autres, en quête de cette fameuse constitution cachée. Donc, vous l'aurez compris, l'enquête prendra la forme d'une succession de situations toutes plus improbables, pour ne pas dire dégueulasses, en fait, les unes que les autres. Donc, voilà. C'est très drôle. Non, mais c'est très... J'ai balancé beaucoup de choses. Je sais très bien que t'as fait exprès, mais j'ai fait waouh. Ouais, effectivement. Ouais, mais c'est ça tout le long du livre, en fait. C'est l'absurde à la Ellis. Ça s'enchaîne. En fait, c'est un peu ce qui caractérise l'auteur, Warren Ellis. Il travaille beaucoup sur l'absurde, mais c'est pas toujours gratuit. Et c'est là-dessus que je veux aussi un peu atterrir. À première vue, on pourrait croire que cette débauche de vulgarité est gratos. Pourtant, je pense qu'elle est au cœur du propos de Warren Ellis. En fait, son propos à lui, c'est de porter un regard blasé sur les dérives de la société en les exacerbant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Warren Ellis se met en scène au travers de son personnage principal. Donc dans ce cas-là, c'est Mike, mais c'est déjà quelque chose qu'il faisait dans Transmétropolitan avec Spider Jérusalem. Et quand il se met en scène comme ça, c'est pour porter un regard critique sur les choses. Donc ici, c'est en plus renforcé par la narration à la première personne, ce qu'on n'a pas forcément dans le comics. Et à brûle pour point, ce qu'il va pouvoir critiquer, ça va être les excès de la société de consommation, via une scène absolument pitoyable de Bob, qui est un informateur de Mike, et qui est nouvel arrivant au Texas, qui tente de s'intégrer désespérément
dans l'état du Texas, tout le monde le déteste en fait là-bas, donc il tente de s'intégrer désespérément et il va tous les jours au resto, qui est un resto absolument crade, qui lui sert la moitié d'un bœuf entier. Il commande ce bœuf entier à chaque fois. Et la serveuse lui dit en plus, si tu finis pas le bœuf, le patron va venir te foutre un coup de pied au cul pour te dégager du resto, quoi. Donc il finit finalement à bouffer sa moitié de bœuf, à peine cuit, à s'en rendre ivre et à en pleurer, quoi. Enfin, le mec n'en peut plus. Donc il y a cet aspect-là, il y a ouais, mais il y a un milliard de situations. Enfin, il y a la folie et la médiocrité des élites, hypocritement pudibonde par ailleurs, quoi. Donc là, je pense à une scène chez les Roanoke, qui est une riche famille de pétroliers historiques des États-Unis. Et en fait, le lieu nous est décrit comme une véritable maison de fous, alors que l'un des membres a quand même été candidat aux élections présidentielles. Et on peut avoir également les dérives sectaires avec la fameuse scène du Godzilla Bukake, où une secte de macro-herpétophiles, donc c'est les gens, c'est les gens qui ont une attirance pour les lézards géants, se fait une séance de cinoche dont je passerai les détails sous silence. Et puis il y a aussi la recherche de sensations toujours plus extrêmes, donc au travers de Trix, qui est comme je l'ai précisé avant, la compagne, la personne accompagnant en tout cas Mike au cours de ses aventures, et qui mène une thèse sur les expériences extrêmes auto-infligées, qui va carrément les mener à s'injecter des solutions salines, alors pour lui dans les couilles et pour elle dans les lèvres, dans la luge, quoi. Ok. Voilà. Alors pour lui c'est une mauvaise expérience, pour elle c'était un truc à tester, quoi. Voilà. À tel point qu'une des seules conversations normales et agréables que Mike va avoir au cours du bouquin, il va l'avoir avec un serial killer assumé, parce que jusque-là, il avait affaire à des gens qui étaient en apparence normaux, et qui au final s'avèrent des gros tarés, et finalement la seule conversation agréable qu'il a, c'est avec un serial killer. Et cette conversation va en plus ressembler à une autocritique de l'auteur, donc envers lui-même forcément, mais surtout du milieu d'où il vient, donc à savoir la contre-culture et l'underground. Et le serial killer de dire à Mike, si j'ai pu voir toutes ces choses sur le net, est-ce qu'elles sont toujours underground ? Si une chose est disponible à la télé, dans les librairies, dans les journaux et tout, c'est qu'elle est devenue mainstream, n'est-ce pas ? Et en fait, dans cette tirade, je peux pas m'empêcher de voir Ellis lui-même se demander si ce qu'il fait a du sens. Alors pour moi, oui, parce que j'ai cherché une interprétation derrière chacun des événements qui agrémentaient le livre. Malheureusement, ces critiques, elles ont rarement été comprises comme telles. Déjà parce qu'elles sont amenées de façon complètement absurde, vous l'avez compris. Et que l'absurde, avant de faire réfléchir, souvent ça fait rire en fait, quoi. Et j'en veux pour preuve une anecdote. Il se trouve que le Godzilla Bukake, c'est devenu un mème sur internet qui a beaucoup circulé en 2009. Il y a même eu un site qui a été créé, mais il se trouve que c'est devenu un mème contre l'avis de Warren Ellis, puisque lui, ce qu'il cherchait à faire, c'est dégoûter les gens de comportements déviants. Quand il va dans l'extrême, c'est pour ça. Mais en allant dans l'extrême, il a fasciné les gens autour de ce truc-là, quoi. Et pardon ? Je propose un Godzilla Bukake Pépé. Il fait du pied, mais qu'est-ce qui lui arrive, Charlie? Trop bien. Ça m'a tout excité. Voilà. Je l'ai quand même beaucoup mentionné, ce Godzilla Bukake. On va peut-être se faire une séance un de ces jours. Mais du coup, pour moi, c'est avant tout une erreur de Warren Ellis avant d'être une erreur du public. Parce que quand on tourne tout en dérision, on ne peut pas se plaindre de ne pas être compris correctement. Oui. Et il se trouve que c'est une erreur qu'il ne commet pas dans son roman suivant, qui s'appelle Gun Machine, qui est un roman aussi qui part sur le policier, qui est très intéressant. Alors pour vous faire un pitch rapide, en fait, dans Gun Machine, c'est un flic et son coéquipier qui vont, un flic désabusé, son coéquipier, lui ultra motivé, qui est le meilleur de la police, qui vont se retrouver en prise avec un forcené dans l'appartement du forcené, qui vont l'abattre. Sauf que le forcené va abattre son coéquipier. Bon, bref, et en fouillant l'appartement de ce forcené-là, ils vont trouver un arsenal d'armes qui ont servi à des meurtres non élucidés. Et ça part là-dessus, en fait. Là-dessus. Et c'est un roman qui est super cool. Mais il est beaucoup moins drôle. Par contre, il est plus corrosif, justement parce qu'il est insensible, quoi. Toutes les critiques, justement, sont plus sérieuses et on les comprend en tant que telles, quoi.
Donc, non, la chronique va être courte finalement. Non, t'es très bien, t'es largement dans les temps. Ouais. Mais en conclusion, pour moi, c'est Arthur Suren, c'est un bon petit bouquin qui reprend les codes du roman policier classique, on va dire, y compris dans la couverture. Là, je vais vous le montrer, mais on a une dominance de noir. Alors le dessin est pas incroyable, mais on a une dominance de noir avec des touches de jaune. Pour moi, c'est le rappel au Giallo qu'on a avec le toujours. plan de Manhattan, c'est le plan de Il était une fois en Amérique avec le plan de Manhattan. Ouais, c'est ça. Tu t'attends pas à lire un truc complètement absurde non, voilà, exactement, ça fait très noir, très polar. Ouais, c'est ça, mais en fait, dans toutes les il y en a plusieurs versions de la couverture, et dans toutes, c'est quelque chose qui annonce pas forcément la couleur, d'ailleurs. Mais du coup, voilà, ça reprend vraiment ces codes-là en y apportant une bonne dose de débilité. En d'autres termes, pour moi, Artère souterraine, ça sent le tabac qui se dissipe en volutes bleues au fond d'un bar de nuit. Mais il y a aussi de forts relents de caca, et c'est un mélange étrangement plaisant. Warren Ellis, quoi, encore une fois. Donc, merci de m'avoir écé, et j'espère que ça vous aura donné envie. Merci. Mais juste, parce que comme un con, à un moment, je regardais la planche de métropolitaine que tu m'as montré. Et Artère souterraine, c'est le côté rue malfamée, c'est pas le côté t'es vraiment sous un truc. J'ai juste peut-être pas écouté à ce moment-là. Alors, il y a le titre, j'ai pas forcément bien compris, mais en gros, il y a quelqu'un qui va un peu lui mentionner ce truc-là. Artère souterraine, c'est en gros, vous parcourez les artères de l'Amérique. Ouais, d'accord. Mais il est toujours un petit peu dans un truc. Les petites rues, les petits bars qui sont mal faits. Enfin, les petits trucs. Non, c'est pas ça, pas forcément les petites rues, mais l'espèce de culture, de contre-culture un peu chelou. D'accord. Tu vois, même quand il est chez les riches Roanoke, on pourrait croire qu'il va arriver chez des gens complètement civilisés. Alors qu'en fait, il arrive vraiment dans cette maison de fous où la veille, justement, il était en espionnage et il a chopé le vieux en train d'étrangler une vache avec une corde, quoi. Enfin, voilà, il bute une vache et le mec, après avoir buté la vache, va téter au pied de la vache et puis il se barre avec en essuyant le lait au coin de ses lèvres. Et ils arrivent dans la maison, il y a une tête de flipper qui est encadrée sur un mur, enfin une tête de flipper de dauphin, quoi. Ouais. Voilà, il y a que des trucs complètement c'est très imagé en fait le truc. Il met beaucoup d'adjectifs et beaucoup de trucs. C'est toujours l'extrême dans l'absurde pour comme t'as tout dit, hein, la volonté de choquer, de provoquer une réflexion derrière, sauf que les gens ont pas forcément la réflexion, ils restent sur la provocation. C'est justement, je pense qu'il l'a compris cette erreur-là, quoi. Mais ça reste cool à lire. Après, vous pouvez le lire au premier degré d'ailleurs, il n'y a pas de souci, vous passerez un excellent moment quand même. Le livre est assez court, il fait 280 pages, un truc comme ça. Il fait assez court vu d'ici. Ouais, et voilà, moi la première fois que j'ai lu, j'avais lu vraiment au très premier degré, en mode je le trouve juste trop fun, quoi. Et en fait, si on fait l'effort de prendre du recul sur ce qu'il essaye de critiquer, on va aussi avoir cette seconde lecture qui va pas non plus nous priver de tout l'humour qu'il y a derrière, quoi. Mais effectivement, ça touche pas toujours sa cible, ce genre de démarche. Du coup, je me suis souvenu que je l'avais déjà lu en fait en t'écoutant. J'avais complètement oublié. Ah oui, je me l'avais prêté. Et tu me l'avais prêté. Ouais. Et du coup, ça m'a donné envie de le relire pour m'en souvenir. Déjà pour me ressouvenir de. C'est le côté Godzilla Bukake qui t'a rappelé les choses. Non, c'était un petit peu avant. Je sais plus exactement. Mais justement pour avoir cette seconde lecture qui peut être intéressante, parce que c'est vrai que à la première lecture, c'est que de l'absurde et tu penses pas à réfléchir, tu te marres sans arrêt. Et puis c'est de l'absurde extrême, donc tu te prends ça dans la gueule. Ouais, voilà, c'est des chocs marrants et qui te laissent pas le temps de réfléchir en fait, parce que ça enchaîne beaucoup. En fait, les situations sont un peu espacées, mais parfois il va te décrire aussi des choses complètement normales en les décrivant comme des trucs complètement absurdes. Comme étant, je sais pas, une meuf qui passe dans la rue avec des dreadlocks, il va juste, au lieu de dire elle porte des dreadlocks, il va dire elle a une colonie d'aliens sur la tête. Et en fait, juste le fait de formuler les choses un peu différemment va encore en plus faire que t'as pas vraiment de retomber dans l'absurde, de descente. Alors que finalement t'as les situations et t'as juste la façon de décrire le quotidien, quoi. Je me souviens toujours des toutes premières planches de Transmétropolitane où c'est pareil, c'est exactement la même sensation, tu te prends tout l'absurde dans la gueule. Enfin, il passe juste dans la ville et t'as un mec qui s'est fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à un loup anthropomorphe qui encule une punk qui passe. Enfin, et c'est juste une scène de vie quotidienne, sauf que toi en tant que lecteur t'as genre mais putain, mais c'est what the fuck. Voilà, c'est ça, et c'est ça tout le temps en fait. Tu passes 10 minutes déjà sur la première planche, c'est ça, regarder les détails. Mais
c'est pareil, c'est dans Transmétropolitane, il y a du fond. Il y a, Oui, ah bah, il y a- totalement. Il y a une critique Ouais, du journalisme totalement. actuel, il y a une critique de la politique et De la tout le bordel, politique. sauf que ça peut être complètement éclipsé par la démesure de Warren Ellis, quoi. Voilà. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Mollusque. Je pense qu'on a beaucoup. passé en plus pas mal d'autres œuvres au passage, vite fait par-ci par-là. Ouais. Je pense qu'on peut passer direct au Rocco pour finir. Ah non, t'as envie de dire un petit truc, vas-y, Angelo. Bah, Vas-y, c'est le moment. Blade Runner. C'est un film noir ou c'est un film de science-fiction? C'est les deux. C'est les deux. c'est les ouais. deux. Bon, bien joué, il a botté, il a tout de suite. C'est un fiction noir, diraient les Britanniques. En fait, le noir, ça veut pas dire que tu peux faire un noir tu dans la peux fantasy, mixer, dans la Non, SF, mais dans ce que totalement, tu veux, totalement. pas Mais dans c'est ce juste genre. que t'as plein de films comme ça, en fait, qui sont déguisés dans un genre et au final qui réutilisent les codes d'un autre genre. Mais faut accepter à un moment donné que les genres peuvent se diluer Ah les bah, uns dans les totalement. autres. Ah bah tout à fait. Ouais, puis là, pour le coup, mais en fait, c'est genre... Je sais pas comment dire. Il y en a un, ça va être la thématique, et l'autre, ça va être le type de film. C'est-à-dire que tu peux être fantasy, réaliste, SF, ce que tu veux, et tu peux être noir, je sais pas, amour, romantique, machin. En fait, en gros, tu vois, je les mets de deux côtés. Tu peux faire un romantique SF, tu peux faire un machin pas. Ah bah, totalement. Ouais. En fait, pour moi, c'est bah, deux choses pareilles. Tu fais comme Besson, en fait. Tu as une espèce de machine, tu lances. Non, parce que moi, je nique une pas roulette et ça te donne un Non, un parce thème que de je nique film. pas toutes les meufs de 15 ans à chaque fois que je tourne. Donc, Et pour revenir au Rock SF, c'est super cool. Hein. J'avais une autre question qui pose la réflexion à destination de Pépé. Pépé, il était une fois en France, œuvre noire. Polar plutôt. Ouais, c'est pas ce qui prédomine dans l'œuvre. Mais oui, on est quand même sur un. Alors, il y a pas d'enquête. Alors, déjà le thème est pas évident, quoi. Donc, le nom de la rose, ça peut carrément être un noir médiéval. C'est ça. Drive. Pour moi, c'est ça le nom de la Drive. rose. Ça peut carrément être un noir. Drive. C'est les codes du polar, c'est la nuit, les streets. En fait, à partir du moment où c'est des codes, tu peux les appliquer un peu partout. Non, mais voilà, tout ça pour dire à travers sa question que ça a énormément influencé pas mal d'autres genres et on s'en rend même presque plus forcément compte tellement les codes ont été intégrés dans d'autres codes. Voilà. Ouais. Trou détective du coup. Totalement. Roger Rabbit. Cyberpunk 2077. Roger Rabbit en mode humour et tout machin. Carrément. L'école suédoise, du coup, Pedro en a parlé, mais Millennium, ouais, j'en avais parlé vite fait. Le Néo Noir, donc le Dahlia Noir, on en a parlé. La trilogie new-yorkaise de Paul Auster qui avait tout raflé, il me semble, il a compris un Nobel de littérature, sinon un Pulitzer, mais voilà, ça avait été très loin. Noir burlesque, vous en avez entendu parler en BD? Non. Alors non, elle était à la Mystérieuse Librairie, ça a l'air génial, tout en noir et blanc, sauf la femme fatale en rouge. C'est très beau, ça fait penser à Black Sad. Voilà, j'arrête là les références. Après, tu peux en avoir. Ouais, 13 000. Mais du coup, je suis étonné qu'on n'ait pas évoqué la tradition italienne aussi. Merci d'en parler, parce que oui, dans le néo-réalisme italien post-Seconde Guerre mondiale, mais aussi le noir français, parce qu'à la base, noir, le terme anglo-américain, vient du mot français, des fictions noires, parce que c'est français, messieurs, dames, cocorico. Il a fait le cocorico. Le ascenseur pour l'échafaud, j'en ai parlé vite fait, mais le samouraï en 67 avec Delon, enfin tous les films de Ripou avec Lino Ventura qui précèdent les tontons flingueurs, enfin il y en a, on savait bien se démerder, y compris esthétiquement dans le cinéma, dans le jeu du clair-obscur, dans les contre-plongées, enfin il va nous sortir les cahiers du cinéma. Alors, mais c'est Wiki et c'est Wikipédia, non mais voilà, enfin mais carrément, hein, l'école italienne, l'école française, carrément. Qui inspire le cinéma américain, d'ailleurs dans ses codes, qui inspire le néo-noir américain plus tard. Ouais. Bah, ça fait une belle liste. Il professeur il vous les présente. Il y a de la passion. Oui, c'est vrai. Bah, merci, en tout cas, je pense qu'on a bien parlé du noir. Attends. Polar, noir, crime. Oui, en fait, crime, parce que le noir et le polar sont des deux sous-genres du crime. Et du coup, le nom crime vient de du film. J'aurais pu dire meurtre. Un crimier. Bon, vite fait, pour ceux... Est-ce qu'il y en a qui ont une reco? Mon cher Pedro, est-ce que tu as une reco? Je ne recommande absolument rien cette semaine. Je vous recommande de... Même pas la vie. Rien recommander. Je vous recommande de prendre soin de vous. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est une belle reco. Mollusque, est-ce que tu as une reco? Bon alors, vite fait, comme ça, à l'arrache, on a commencé à jouer avec Morgane à un jeu de dino.
Voilà. C'est en gros, tu construis ton parc, ton Jurassic Park toi-même. Ça ressemble un petit peu En mode plateau. à Roller Coaster Tycoon. Ouais. Ah non, en jeu vidéo. Mais c'est pas licence Jurassic Park. Ah oui, mais c'est connu. C'est Jurassic World. Oui, parce qu'il y en a eu un comme ça. mais c'est connu. C'est trop bien en fait. Oui, c'est grave cool. Putain. J'avais jamais fait avant. Faut faire attention que tes diplômes ne niquent pas tes clôtures pour aller avec les autres, des trucs comme ça. C'est quoi, c'est de l'élevage? Bah c'est tu connais Zo Tycoon Jurassic Park. Tu connais Zo Tycoon, Pedro? Il y a un de nos parcs qui s'est trouvé ruiné parce qu'un T-Rex s'est échappé. Les gens seront quand même pas très. Franchement, ils ont gagné de la thune avec un film comme ça, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Pour expliquer aux auditeurs et Pedro qui se pose la question, c'est une simulation. En fait, tu es le directeur d'un parc. Donc tu gères ton parc, tu crées, tu fais tout, et sauf que là, c'est un parc de dinos. Voilà, c'est tout. C'est Zo Tycoon version dino. Voilà. D'accord. Est-ce qu'Angelo, t'as un petit truc du coup? Non, et bah non. Pour une fois, c'est pas grave, sauf t'inquiète. si aujourd'hui j'ai vu un épisode du JDG où il fait un jeu, ça s'appelle Idol Manager, où tu dois être un directeur de idol japonaise. Ah oui, j'ai vu. Et ça donne trop envie. Voilà. Non, ça donne pas envie du tout. Si, ça donne trop envie, ça a l'air trop bien. Alors, ça a l'air nul et dégradant en plus, quoi. Mais exactement, mais c'est totalement pour ça. C'est totalement pour ça que ça donne grave envie. Non, je crois pas que l'objectif c'était de donner envie. Ah merde, bah moi ça me donne envie. Moi, je vais couper la chic à Pépé, je vais passer avant. J'ai un petit hop, les couilles sur la table, un podcast, ça s'appelle comme ça, normal. De masculinité pour le coup, mais qui va dans tous les trucs, masculinité dans le clergé, dans ce que vous voulez, dans la cour de récré des enfants, dans plein d'endroits, et il y avait 2 épisodes qui sont très importants que j'ai écoutés, les orgasmes masculins, très intéressants, et autour de la bite, malgré que j'en ai quand même appris, donc c'est quand même intéressant. Donc les couilles sur la table, c'est un très bon podcast. Oui. Et pour les petits fans de manga, vite fait, la vidéo de Sofiane qui explique l'origine des mangas. Ok. Je peux faire une seconde reco pour éviter à Pépé de parler. Les tortues ninja. C'est le but, c'est l'objectif. Qui ferme sa gueule enfin. Non, c'est juste qu'en ce moment j'écoute beaucoup de musique de jeux vidéo parce que j'aime bien ça. Et du coup, je vous recommande le podcast Les Démons du Midi. Ah oui, avec Gotoz entre autres. Fallait le dire plus tôt. Très actif d'ailleurs sur je sais plus quel réseau social je l'ai suivi. Twitter peut-être. Ouais, ça devait être sur Twitter. Gotoz. Bah, c'est possible. Non, les démons du midi. Ah ouais, moi je suis juste abonné sur la plateforme de podcast, mais sinon je suis beaucoup Gotos voilà. Et si on laissait Pépé faire sa reco, allez Pépé, vas-y. J'espère qu'il en a pas de ces. Eh ben non. C'est exactement ça, j'ai pas de reco. C'est vrai. Si je peux vous recommander de faire attention en vous rasant. Sinon on peut mourir. L'accident est si vite arrivé. On peut mourir pour de vrai. Une photo du bas de ton visage. Oui, j'en vais. Mais non, bah ça va être un peu dégueulasse. C'est le cavalier sans tête. Vous imaginez le film? Sinon, petite découverte de la semaine. Pourtant une vieille série. On en parlait tout à l'heure, Charlie. The Boys. Et bah j'ai accroché direct The Boys dès le premier épisode. J'ai vu un épisode et demi. Est-ce que tu as lu le comics? Et ben je ne savais même pas que c'était issu d'une adaptation. Je les ai chez moi. Ouais, mais alors du coup je fais quoi? J'arrête la série? Non, parce que la série est très bien. Ouais. Ok. Bon du coup pour l'instant je recommande la série Amazon alors que j'ai qu'un épisode et peut-être que je recommanderai la BD le mois prochain. Ben ouais. Ok. Il va faire un clin d'œil. Je le sens tellement. Oh là là. Godzilla Bukake. Sinon, on parle pas qu'on s'est fait un long run tous les trois là avec un autre copain. Mais oui, la reco. La vengeance de Shredder, les Tortues Ninja. Ah putain, oui, ça c'était. Dotemu qui fait beaucoup de jeux rétro, tout en pixel art. On était les 4 Tortues Ninja en 2h30. On a défoncé tout New York. Voilà. Et oui, un bon moment, un super bon moment. C'est les Tortues Ninja, la revanche de Shredder. Ok. Et c'est un beat'em all à l'ancienne, mode Super NES, et tu défonces tout le monde. Mais c'est bouclé en 2h30. Trop aimé. C'est trop cool. Ouais. Et oui. C'est les mêmes qui avaient fait Street of Rage 4, Windjammers 2, qui reprend tous les vieux trucs qui en font ça très bien. Pour les fans de beat'em all et de pixel art, voilà. Tortue Ninja quoi. Que nous sommes, et des Tortues Ninja, donc là. Mais après Tortue Ninja ou pas Tortue Ninja. C'est incroyable les mecs. Non, trop bien. Et merci beaucoup. Moi, j'ai envie de dire ciao les gens. Allez, dans 15 jours. Dans 15 jours. Pour la Bastille. Ciao. Dans 15 jours, c'est le 22 décembre, ça va être pour Noël, les gars. Qui nous envahit les oreilles. On s'en fout. Et Godzilla Bukake. Allez, aux toilettes, c'est parti. Travail terminé. Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre.
Miséricorde, mon cher Michel Bouchard. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.